Salut mes amis, ce soir nous plongeons dans l'univers bruyant, enfumé et légèrement poisseux de la taverne médiévale, le cœur méconnu de chaque ville, le centre d'information officieux et le seul endroit où un chevalier, un paysan et un barde pouvaient s'enivrer et se faire détrousser de manière égale. Ce n'était pas qu'un lieu pour boire, c'était un endroit où le danger, les rires et les maladies se côtoyaient librement sous un toit de chaume. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint de partout dans le monde. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bourdonnement de fond et entamons ensemble notre voyage de ce soir. Vous avez pataugé dans une rue boueuse qui sent le mélange de cheval, de fumée et de soupe douteuse. Il pleut, bien sûr, ou vient juste de s'arrêter, alors tout est glissant, y compris votre unique paire de chaussures. Vous êtes fatigué, vous avez faim, et vous avez failli être renversé par une charrette pleine de navets à 2 reprises. Vous avez besoin d'un verre. Alors, comment trouve-t-on une taverne dans une ville médiévale? Il n'y a pas d'enseigne lumineuse, pas d'avis sur Yelp, et certainement pas de GPS. Ce que vous avez, ce sont vos oreilles. Suivez simplement le bruit. Quelque part après la forge du forgeron et le poissonnier qui crie à propos de ses anguilles fraîches de rivière, il y a un chœur de rire, de cris, et quelqu'un qui chante agressivement à propos d'une oie. Et la voilà, un bâtiment en bois tordu, légèrement penché comme si même l'architecture avait bu un verre de trop. Suspendu au-dessus de la porte, une enseigne en bois à peine lisible avec une peinture grossière de « Est-ce un tonneau ou un ours, ou peut-être les deux ?» Quoi qu'il en soit, c'est ici. Bienvenue à la taverne. La marche d'entrée est glissante de bière, et tandis que vous poussez la lourde porte à charnière de fer, elle laisse échapper un grincement si long et dramatique qu'il pourrait qualifier comme sa propre forme de divertissement. Instantanément, l'air chaud et le riche parfum de fumée, de laine mouillée, de bière éventée et de viande mystérieuse vous frappent le visage comme une poignée de main d'ivrogne. Vous y êtes arrivé. À l'intérieur, le plafond est assez bas pour faire se baisser les hommes grands et faire se cogner la tête aux hommes ivres. Le sol est en terre, non pas métaphoriquement, littéralement, bien que quelqu'un ait étalé de la paille dans une tentative de prétendre que c'est plus propre. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de cabine privée, pas de serveur avec des menus, et rien de tel qu'une conversation tranquille. C'est une taverne médiévale, et elle ne vient qu'en 2 réglages, bruyant et fermé pour cause d'incendie. Vous repérez une place libre sur un banc bancal près de l'âtre, mais il est mouillé de ce que vous ne demandez pas. Quelqu'un à proximité se dispute à propos d'un poulet volé. Un autre est évanoui avec une louche encore dans sa main. Un chien borgne ronge un os sous une table comme s'il payait un loyer là. Et ceci, mon ami, n'est que l'entrée. Vous venez tout juste d'arriver, et déjà ça sent comme une nuit dont on se souviendra ou qu'on oubliera. Alors que la lourde porte de la taverne se referme derrière vous, l'obscurité enveloppe vos sens comme une couverture de laine humide, chaude, inconfortable et légèrement suspecte. Vos yeux s'adaptent lentement. La lumière des bougies vacille contre des murs tachés de suie, projetant des ombres dansantes qui font même paraître les chaises comme si elles cherchaient la bagarre. L'âtre flambe dans le coin éloigné, servant à la fois de chauffage et de risque d'incendie. La fumée dérive paresseusement dans l'air, ne s'échappant pas tout à fait par la cheminée qui pourrait être bouchée par un corbeau mort. Mais ce qui vous frappe le plus, ce n'est pas le bruit ou la chaleur, c'est l'odeur. Le parfum d'une taverne médiévale est moins aromatique et plus un traumatisme émotionnel. Les notes de tête sont la bière chaude, aigre et généreusement éclaboussée sur chaque surface. En dessous, la sueur. Des années de sueur, humaine, chevaline et peut-être quelque chose de mythique. Ajoutez une touche de pain moisi, de paille humide et un soupçon d'oignon bouilli, et vous avez un mélange qu'aucun parfumeur n'a osé mettre en bouteille. Les tables sont gravées d'années d'initiales, de dessins grossiers et de cicatrices de couteaux. Elles vacillent avec une sorte de fierté obstinée. Les bancs grincent sous le poids des bottes boueuses,
des capes épaisses et des décisions douteuses, le sol en terre comme promis, mais recouvert de paille destinée à absorber les déversements, les crachats et parfois les clients inconscients. Vous marchez avec précaution, un faux pas, et votre pied s'enfonce dans quelque chose dont la texture est mieux laissée sans description. La foule est un organisme vivant et respirant. Des rires bruyants éclatent dans un coin, tandis que deux hommes se disputent le prix d'un cochon dans un autre. Une femme frappe sa chope assez fort pour en renverser la moitié, et personne ne bronche. Un homme à la table voisine vous regarde avec l'air hébété de quelqu'un qui réfléchit très profondément ou qui oublie comment fonctionnent les chaises. Quelqu'un à proximité éternue. Toute la partie gauche de la salle se penche collectivement. Et pourtant, malgré l'assaut écrasant sur vos sensibilités modernes, il y a quelque chose d'accueillant ici. La taverne est vivante. Elle est rude, brute et complètement non filtrée. La version médiévale d'un centre communautaire. Moins l'hygiène et avec 400% plus de cris. Vous trouvez votre siège. Il est un peu humide. Il est probablement maudit. Mais pour l'instant, il est à vous. À première vue, la disposition de la taverne ressemble à quelqu'un qui aurait arrangé les meubles pendant un tremblement de terre, puis aurait simplement décidé de les laisser ainsi. Il n'y a pas de plan, pas de zone de bar, pas de cabines confortables à l'arrière, juste un déversement inégal et étendu de tables, de bancs, de tonneaux, et parfois une caisse en bois qui sert de siège. Tout est trop proche ou trop éloigné, selon votre niveau d'ébriété. L'âtre est le seul véritable point central. Un grand feu ouvert, rugissant contre un mur, faisant de son mieux pour fournir chaleur, lumière et une bonne dose d'inhalation de fumée intérieure. Autour, les gens se pressent pour se réchauffer, comme des papillons de nuit avec des chopes. Ceux qui ont les meilleures places accaparent la chaleur. Ceux qui n'en ont pas, eh bien, c'est à ça que sert la bière. Le bar, si on peut l'appeler ainsi, n'est généralement qu'une épaisse planche de bois reposant sur deux tonneaux, s'affaissant sous le poids des cruches, des chopes et des coudes. Derrière se tient le tavernier, jonglant entre verser des boissons, crier des ordres et lancer des regards meurtriers à ce type dans le coin qui n'a toujours pas payé pour mardi dernier. Il n'y a pas de menu. Vous demandez ce qui est disponible et vous vous préparez. La réponse est généralement de la bière ou tais-toi et attends. Un escalier étroit, possiblement d'origine, définitivement plein d'échardes, mène aux chambres à l'étage. Si vous plissez les yeux, vous pouvez voir une botte suspendue à l'un des poteaux de la rambarde. Personne n'est tout à fait sûr si c'est décoratif ou un avertissement. Certaines tavernes ont une arrière-salle. C'est peut-être pour le stockage. C'est peut-être pour les jeux d'argent illégaux. Ou c'est peut-être là où la dernière personne qui a insulté la serveuse a été emmenée. Pour ne plus jamais être revu, mieux vaut ne pas demander. Les murs sont tachés de suie de bougies, les fenêtres sont couvertes de tissus graisseux ou de peau d'animal, et chaque surface a été soigneusement polie par les coudes, les bottes et les boissons renversées des générations passées, et peut-être un poulet. Pourtant, malgré le chaos, ou à cause de lui, ça fonctionne. Tout le monde sait où aller, comment s'asseoir, quand crier et quand se baisser. Ce n'est pas organisé, mais c'est vivant. Chaque taverne médiévale a un souverain, et ce n'est ni le seigneur local, ni le percepteur d'impôts, c'est le tavernier. Il ne porte peut-être pas de couronne, mais ne vous y trompez pas. Cette personne dirige le spectacle, à la fois chef, serveur, comptable, gardien d'enfants et exécuteur de la justice du bar. Le tavernier est une institution à lui seul, et il ne tolère aucune bêtise. S'il s'agit d'un homme, il est probablement bâti comme un tonneau avec des bras, grisonnant, grincheux et taillé dans de la viande séchée et de mauvaises décisions. Si c'est une femme, et c'est souvent le cas, elle est plus acérée qu'une lime de forgeron et peut faire taire une pièce d'un seul regard. Dans les deux cas, ils ont tout vu, entendu pire et nettoyé du sang sur de la paille avant le petit déjeuner. Ils accueillent les habitués d'un signe de tête, les étrangers avec méfiance et les fauteurs de troubles avec une chope sur la tête. Derrière le bar, ils gardent une trace mentale de qui a payé, qui doit et qui a bu 3 verres de trop. Et ils font tout cela sans rien écrire parce que l'alphabétisation médiévale est peut-être rare, mais la mémoire des tavernes est terrifiante. Le tavernier donne le ton. S'il est de bonne humeur, l'endroit bourdonne. S'il est de mauvaise humeur,
Vous feriez mieux de boire vite et de garder vos blagues pour vous. Il est l'arbitre de chaque dispute, le juge de chaque scandale de triche, et le premier à saisir un gourdin quand une bagarre éclate. On ne plaisante pas avec le tavernier. Il sait aussi tout. Qui est endetté? Qui a une liaison? Qui est arrivé en ville sous un faux nom? Besoin d'informations? Soudoyez le barman. Besoin de protection? Asseyez-vous près de lui. Besoin d'une faveur? Espérons que vous n'avez pas cassé une chope la semaine dernière. Certains ont un assistant, un fils, une fille, un conjoint ou un orphelin qu'ils ont en quelque sorte adopté et font maintenant porter des tonneaux 2 fois leur poids. Ces assistants servent des boissons, nettoient les sols et essaient de ne rien renverser ni de se faire piétiner par des ivrognes. Ainsi, bien que la taverne puisse vous sembler chaotique, c'est en fait un écosystème très délicat, et au centre, commandant tout comme un dieu de la tempête en tablier, se tient la seule personne qui maintient l'écoulement de la bière et empêche le toit de s'effondrer dans une émeute, le tavernier. Vous vous installez enfin sur un banc grinçant, évitant les coudes et le ragoût renversé. Votre gorge est sèche, vos bottes sont humides, et il est temps pour l'événement principal, la boisson. Mais ne vous attendez pas à une carte des vins ou à une chope polie. C'est une taverne médiévale. Vos choix sont limités, tièdes et potentiellement mortels. Commençons par la bière classique, non filtrée, non pasteurisée et généralement brassée dans l'arrière-salle où dort le chien. Elle est épaisse, trouble et souvent accompagnée de particules flottantes, des morceaux de grains, de levure ou peut-être un bout de moustache du client précédent. Elle n'est pas froide parce qu'il n'y a pas de glace. Et vous ne demandez pas depuis combien de temps elle est dans le tonneau. Vous buvez et vous espérez. Ensuite, l'hydromel, vin de miel. Ça semble fancy, non? En réalité, c'est sucré, fort et parfois explosif. Si le tavernier l'a fait lui-même, il pourrait être délicieux, ou il pourrait avoir le goût du regret et du venin d'abeille. Il est généralement servi aux nobles, aux invités de mariage, ou à ce barde qui insiste pour être payé en or ou en hydromel. Puis il y a le cidre, fait de pommes qui ont été soit fraîchement cueillies, soit tombées au sol il y a 3 semaines, vifs, acidulés et servis dans des chopes fissurées qui peuvent servir de bol à soupe le matin. C'est la boisson de choix dans les régions riches en vergers ou pour ceux qui veulent quelque chose de juste assez alcoolisé pour oublier l'odeur de l'homme assis à côté d'eux. Du vin? Techniquement, oui. Mais à moins que vous ne soyez dans le sud de l'Europe ou que la noblesse soit en ville, il est probablement dilué, aigri et servi avec une dose de sarcasme. Le bon vin est réservé aux seigneurs, aux évêques et aux marchands, qui vient de vendre 12 caisses de sel. Et l'eau, c'est un choix audacieux, car la moitié du temps, elle grouille de morts invisibles. L'ébullition coûte du combustible et les puits propres sont rares. C'est pourquoi même les enfants boivent de la bière. Il ne s'agit pas de se saouler. Il s'agit de ne pas mourir de dysenterie avant l'âge de 8 ans. Personne ne mesure les shots ou ne crée des cocktails ici. Vous buvez dans des chopes en bois, en argile ou en étain. Certaines contiennent encore le ragoût d'hier soir. Vous levez votre chope, la reniflez et sirotez. C'est chaud, c'est amer, et d'une certaine façon c'est parfait. Parce que dans la taverne médiévale, si c'est mouillé et que ça ne vous tue pas immédiatement, c'est un grand cru. Alors, vous avez survécu à la boisson? À peine. Maintenant votre estomac gronde, vous rappelant que vous n'avez pas mangé depuis l'aube et que votre dernier repas était principalement de l'orge et de la tristesse. Il est temps de manger, mais ne vous emballez pas. Il n'y a pas de menu, pas de serveur, et absolument personne qui vous demande si vous avez des restrictions alimentaires. Vous ne commandez pas de nourriture dans une taverne médiévale. Vous demandez ce qu'il reste, puis vous espérez que c'est chaud et seulement vaguement mystérieux. La vedette de la table de taverne est généralement le potage, un épais ragoût fait de grains, légumes et protéines douteuses qui traînaient ce jour-là. Il cuit dans le même pot depuis lundi et nous sommes jeudi. De nouveaux ingrédients sont ajoutés quotidiennement. Rien n'est retiré. C'est moins un repas et plus une capsule temporelle culinaire. Si de la viande est impliquée, félicitations. C'est probablement du lapin, du pigeon ou le poulet malchanceux qui s'est approché trop près du feu. Si c'est du gibier, ça pourrait être délicieux ou ça pourrait être vieilli au-delà de la raison et assaisonné avec du désespoir. Votre bol est en bois ou en argile. Votre cuillère, soit la vôtre,
soit vos doigts. La plupart des gens portent leur propre couteau, donc manger est une affaire où vous apportez vos propres couverts, et n'attendez pas de serviettes. Juste la manche de votre tunique, ou un chiffon partagé qui a vu des choses qu'il n'oubliera jamais. Le pain est également proposé. Il est dur, sombre et lourd, plus une arme qu'un aliment. S'il est mou, il a été cuit aujourd'hui. S'il est dur, il a été cuit la semaine dernière. Dans les deux cas, il se marie bien avec du fromage qui sent comme une vieille botte et qui a commencé à développer sa propre personnalité. Parfois, il y a du poisson salé, parfois des œufs marinés. Occasionnellement, vous trouverez une taverne offrant une spécialité, ce qui est juste une façon plus élégante de dire « nous en avions trop qui traînaient ». Saveur optionnelle, texture imprévisible. Pourtant, dans la lumière vacillante du feu, avec le bruit tout autour et la chaleur de la nourriture dans vos mains, ce n'est pas si mal, c'est nourrissant, c'est chaud. Et si vous ne réfléchissez pas trop à ce qui flotte dans votre bol, ça pourrait même être réconfortant. Vous n'êtes pas ici pour la haute cuisine, vous êtes ici pour manger comme un survivant. Une fois que vous avez trouvé votre siège, idéalement un sans couteau planté dedans, vous commencez à remarquer le véritable divertissement. Les gens. Une taverne médiévale est le fil d'actualité des réseaux sociaux original, bruyant, chaotique, à moitié vrai et totalement engagé dans le surpartage. À votre gauche, il y a un fermier au visage rouge déjà bien entamé dans sa 4e bière, racontant pour la énième fois la même histoire sur sa vache qui a accouché de côté. Il tape sur votre épaule au milieu d'une phrase, comme si vous étiez un ami de toujours, ou un bon remplaçant pour le cochon avec lequel il boit habituellement. À l'extrémité de la salle, un étranger encapuchonné est assis dans l'ombre, sirotant lentement sa boisson. Il pourrait être un moine en fuite, un bandit ou simplement très mauvais pour le contact visuel. Quoi qu'il en soit, vous ne bavardez pas avec lui à moins de vouloir disparaître derrière les écuries. Près de l'âtre, un soldat en armure cabossée régale un groupe avec des récits de bataille. Son histoire implique des dragons, des Français et une épée parlante. C'est définitivement faux. Personne ne s'en soucie. Sa chope est pleine et son public rit. Il y a un marchand, bruyant et en sueur, criant les prix du grain que personne n'a demandé. Il sort des pièces d'or de sa bourse comme un homme suppliant d'être volé avant minuit. Une paire de locaux joue au dé sur une table déformée, leurs expressions intenses. L'un d'eux triche clairement, l'autre le sait et le laisse faire. Il garde probablement la bagarre pour quand sa bière sera finie. Un barde gratte dans le coin, sa voix se brisant sur les notes aiguës d'une chanson d'amour qui ressemble suspicieusement à une qu'il vient d'inventer. Personne ne s'en soucie. Il porte un pantalon et il est accordé. C'est déjà mieux que le type d'hier soir. Des femmes se promènent dans la foule. Certaines sont du personnel de la taverne, d'autres travaillent pour leur propre compte. Elles ont le regard vif, sont confiantes, et il ne faut absolument pas les contrarier. Elles flirtent, rient ou vous cassent les dents selon votre ton. Des enfants se faufilent parfois entre les jambes, chapardant du pain restant ou des pièces. Personne ne les arrête. Ça fait juste partie du rythme. Tout le monde regarde, boit, complote et fait semblant de ne pas remarquer l'homme affalé sous la table. Cette taverne n'est pas seulement un endroit pour manger et boire. C'est une performance vivante et respirante. Et ce soir, vous faites partie de la distribution. Oubliez les luttes et les ballades un instant. La vraie bande sonore d'une taverne médiévale n'est pas une chanson. C'est une symphonie de chaos. Ça commence par un cliquetis de chopes, des dizaines d'entre elles s'entrechoquant contre le bois en célébration, négociation ou raté d'ivresse. Certaines tintent joyeusement, d'autres se brisent complètement. Les deux sont accueillis par des acclamations. Puis viennent les rires. De grands rires bruyants qui semblent s'être échappés d'un sanglier sauvage. La plupart n'ont aucun sens. Un fermier glousse de sa propre blague sur le foin. Un chevalier ricane au mot potage. Un moine halète de façon incontrôlable chaque fois que quelqu'un dit canard. Vous apprenez rapidement à ne pas demander pourquoi. Les voix se superposent, chacune plus forte que la précédente, luttant pour la domination comme des coqs dans un poulailler. Il y a des disputes, des récits, des cris à propos des impôts, et au moins une personne qui cite mal les Écritures pour gagner un pari. Le barman crie des commandes tout en chassant les mouches.
Une serveuse hurle sur un homme qui a essayé de l'attraper et quelqu'un répète une autre tournée comme un cri de guerre. Et dans le coin, le barde avec un luth à moitié accordé et 3 cordes manquantes joue les mêmes 4 accords en boucle, éclatant occasionnellement en vers sur l'amour perdu, les poulets trouvés ou les nobles qui portaient leurs pantalons à l'envers. Personne n'écoute vraiment, sauf s'il commence à chanter à propos de quelqu'un dans la salle, auquel cas les choses deviennent très divertissantes ou très dangereuses. Quelqu'un renverse quelque chose. Quelqu'un rote assez fort pour faire trembler les chevrons. Quelqu'un d'autre tombe d'un banc et continue à parler depuis le sol comme si c'était intentionnel. En arrière-plan, des chiens aboient. Une chèvre belle. Pourquoi y a-t-il une chèvre? Et des chaises raclent la terre comme des coups de tonnerre dans une caverne en bois. Ce n'est pas paisible, mais c'est étrangement rythmique. Occasionnellement, la salle devient silencieuse. Pas par choix, juste une accalmie soudaine. Ça dure exactement 3 secondes. Puis quelqu'un pète héroïquement et la musique recommence. Ce n'est pas un bruit de fond. C'est le battement de cœur de la taverne. Brut, turbulent et implacablement vivant. Si vous écoutez assez attentivement, ça commence à avoir du sens, une sorte d'harmonie née du désordre. Et comme le reste de la taverne, ça ne fait que devenir plus fort plus vous restez. Une fois que la bière commence à couler et que le ragoût commence à se déposer, la taverne se transforme. Ce n'est plus seulement un endroit pour manger et boire, elle devient un casino médiéval, moins les cordes de velours et avec beaucoup plus de cris. Les jeux d'argent sont le sport de la soirée et tout le monde joue, des soldats usés aux garçons aux pieds nus avec des dés empruntés. Il n'y a pas de croupier, pas de chef de salle, pas de régulation, juste une table en bois fissurée, une poignée de pièces de cuivre et la vague promesse que quelqu'un est sur le point de perdre sa dignité. Les dés sont le jeu de choix, sculptés dans de l'os, du bois ou ce qui traînait. Ils claquent sur les tables comme un tonnerre roulant, chaque lancer suivi d'un mélange d'acclamations, de gémissements et d'accusations de sorcellerie. Personne ne fait confiance aux dés, tout le monde les utilise. Puis il y a les cartes. Si vous êtes dans une partie plus cultivée de la ville, épaisse, peinte à la main, usée au bord et toujours manquant une ou deux, les règles changent selon qui les explique. Parfois, vous essayez d'obtenir le nombre le plus élevé. D'autres fois, vous assortissez des symboles ou vous improvisez simplement. C'est comme le poker, mais avec plus de gifles. Les paris vont de l'argent au shop en passant par le bétail. Oui, quelqu'un parie une meilleure chèvre, quelqu'un d'autre a parié ses bottes et quelqu'un d'autre a parié sa propre liberté pour la nuit. Spoiler, il a perdu. Les habitués sont habiles. Ils mélangent rapidement, roulent lentement et sourient un peu trop largement. Ils trichent, bien sûr. C'est la moitié du plaisir. Un dé caché ici, une carte marquée là, une toux mystérieuse quand le joueur chanceux se penche. Si vous gagnez gros, vous payez une tournée ou vous risquez de vous faire agresser. Si vous perdez gravement, vous souriez, prétendez que c'était votre intention et reculez lentement votre chaise vers la porte. Des jeux annexes éclatent aussi. Bras de fer, guerre de pouces et le toujours populaire qui peut boire le plus sans tomber. Le gagnant reçoit des applaudissements. Le perdant gagne une nuit sous la table et un mal de tête qui dure jusqu'au prochain jour de marché. Mais même lorsque les règles ne sont pas claires et que les enjeux sont absurdes, l'énergie est addictive. Parce que dans une taverne médiévale, la chance n'est pas seulement un jeu, c'est un pari avec votre bourse, votre fierté et peut-être votre pantalon. Alors que la nuit s'approfondit et que la taverne se remplit de chaleur et d'humidité, un nouveau type de performance prend place. Une fête de mots, de musique et de non-sens confiants. C'est l'heure des histoires, style médiéval. Un barde s'éclaircit la gorge dans le coin, pinçant doucement un luth à demi accordé, les cordes grinçant comme de vieilles bottes. Il lui manque quelques dents, mais pas un brin de confiance. Avec une flourish dramatique, il se lance dans une ballade de chagrin d'amour et d'héroïsme. Quelque chose à propos d'un chevalier qui est tombé amoureux d'une sirène et s'est noyé noblement en récitant de la poésie. Personne ne le croit. Tout le monde écoute quand même. C'est comme ça que ça marche ici. La vérité est optionnelle. Le divertissement est tout. Autour des tables, d'autres se joignent. Pas des bardes, juste des clients
avec un courage alimenté par la bière et une histoire à raconter. Un homme jure qu'il a un jour lutté contre un ours et a survécu pour en boire. Un autre prétend avoir vu une sorcière transformer une vache en chèvre. Un troisième insiste sur le fait qu'il est apparenté à Charlemagne du côté de la cousine de sa mère. L'histoire de chacun commence par « Vous ne croirez pas ceci, mais… » Et ils ont raison. Nous ne le croyons pas, mais nous voulons y croire. Les vantardises deviennent des ballades. Les mésaventures deviennent des mythes. Quelqu'un raconte une blague si mauvaise qu'elle revient à être bonne. Quelqu'un d'autre récite un poème probablement plagié d'un parchemin de moine. La salle applaudit, hue ou lance du pain selon la qualité ou la quantité de la performance. Si vous avez de la chance, un chanteur ambulant ou un ménestrel pourrait passer. Des professionnels qui voyagent de ville en ville, échangeant de la musique contre des pièces, des repas et parfois un endroit pour dormir à l'intérieur. Leurs chansons sont polies, leurs histoires longues et leur capacité à exciter une foule dangereuse. Mais même eux connaissent la règle d'or des contes de taverne. Ne jamais laisser les faits gâcher une bonne histoire. Dans cette pièce remplie de fumée, avec le feu qui crépite et les chopes qui clapotent, raconter des histoires n'est pas seulement un divertissement, c'est une tradition, c'est une connexion. C'est ainsi que vous vous faites des amis, des ennemis et parfois un partenaire de boisson pour la vie. À minuit, la moitié de la taverne reconstitue l'histoire du chevalier unijambiste qui a repoussé 6 brigands avec une louche. Vous riez, vous acclamez, vous oubliez que tout est inventé, parce que dans une taverne médiévale, chaque menteur est une légende, si l'histoire est assez bonne. Alors que la nuit s'approfondit et que la bière continue de couler, quelque chose change dans l'air, une sorte d'audace enivrée. Le barde est à mi-chemin de sa 3e chanson, sur des bergères infidèles, et soudain tout le monde se sent romantique. Bienvenue dans le flirt médiéval. La subtilité a quitté le bâtiment. Ça commence par un contact visuel, ou du moins un œil légèrement plissé à travers une brume d'hydromel. Un homme avec 2 dents restantes se penche sur un banc et balbutie « Madame, votre beauté brûle plus vivement que l'âtre ». Elle répond en lançant une croûte de pain sur son front. La salle acclame. D'autres tentent leur chance plus doucement, offrant des chopes remplies, des compliments maladroits ou proposant d'aider à porter un bol de ragoût pour qu'il ne se renverse pas. Spoiler, il se renverse quand même. Si vous êtes une femme dans la taverne, personnelle, invitée ou marchande itinérante, vous êtes probablement habitué à repousser au moins 3 poètes en herbe, 2 lutteurs de bras de fer et un homme qui essaie de vous impressionner en équilibrant un couteau sur son nez. Parfois ça marche. Habituellement, ça se termine par un œil au beurre noir ou une bourse vide. Pour ceux qui cherchent vraiment de la compagnie, les tavernes offrent plus que du simple flirt. Les courtisanes travaillent la salle avec une aisance pratiquée, sachant qui a de l'argent, qui a du charme, et qui s'évanouira avant d'atteindre les escaliers. Les transactions sont discrètes, mais les implications sont bruyantes. Des amants jaloux? Oh oui, rien ne déclenche une bagarre de taverne plus rapidement qu'un regard volé, une main errante, ou un mari surprenant sa femme riant un peu trop fort à la blague du barde sur les évêques. Des tables sont renversées, des chopes sont transformées en armes, un banc est cassé en 2, encore une fois. Et pourtant, quelque part au milieu de tout ce chaos, de véritables étincelles jaillissent. La fille timide d'un boulanger et un tailleur de pierre itinérant rient autour d'un ragoût partagé. 2 fermiers ivres tissent des liens autour d'une haine mutuelle pour les navets. Un moine flirte accidentellement avec une nonne. L'amour, ou quelque chose comme ça, survit même dans les coins les plus turbulents. Parce que dans la taverne médiévale, la romance est à part égale, charme, chance, et ne pas tomber face contre terre dans votre bol en milieu de phrase. Vous pourriez gagner un cœur. Vous pourriez mériter une gifle. Dans tous les cas, vous allez vous en souvenir, ou du moins en entendre parler le lendemain matin. C'était inévitable. Peut-être que quelqu'un a renversé une boisson. Peut-être que quelqu'un a accusé quelqu'un d'autre de tricher au dé. Peut-être que 2 personnes ont revendiqué le même banc et qu'aucune n'a cédé. Ou peut-être que quelqu'un a dit quelque chose à propos de la mère de quelqu'un d'autre. Chèvre ou soupe, peu importe vraiment. Soudain c'est parti. La taverne, autrefois un flou de musique et de chopes,
tourne sur un sou. Un tabouret vole. Une chope s'écrase au sol. Quelqu'un crie « Tiens mon pain !» et se lance par-dessus un banc avec toute la grâce d'une catapulte ivre. Personne n'est surpris. En fait, la plupart des gens ne s'arrêtent même pas de boire. Une bagarre de bar au Moyen-Âge n'est pas rare, c'est attendu, c'est pratiquement une caractéristique. Et bien que cela semble terrifiant, c'est généralement plus comique que mortel. Les gens balancent sauvagement, ratent, trébuchent et atterrissent dans le dîner de quelqu'un. Les cheveux sont tirés, les barbes sont attrapées, les chemises sont déchirées. Le tavernier rugit comme un général de champ de bataille, tout en tenant une louche dans une main et un gourdin dans l'autre. Parfois, quelqu'un rejoint la bagarre sans savoir pourquoi. Il a juste vu de l'action et a sauté les poings en premier. D'autres placent des paris informels, encouragent ou glissent leur chope hors de la zone d'éclaboussure. Les armes sont rares. La plupart des gens savent qu'il vaut mieux éviter. Sortir une lame dans une taverne peut transformer une bagarre ordinaire en une légende de taverne à part entière. Et personne ne veut être banni du seul endroit qui sert de la nourriture chaude et de la bière tiède. Finalement, quelqu'un heurte le sol et y reste. Quelqu'un d'autre trébuche contre un mur et décide que c'est un aussi bon endroit que n'importe quel autre pour s'asseoir et repenser sa vie. La bagarre s'éteint comme une bougie de taverne, soudainement et sans cérémonie. Et voici la partie étrange. Une fois terminée, c'est terminé. Les combattants sont séparés, les chopes sont remplies à nouveau, quelqu'un commence une chanson, et en 10 minutes, tout le monde rit à nouveau, y compris le gars au nez qui saigne. Pas de rancune, pas de procès, juste des contusions, des histoires, et peut-être un nouveau surnom comme Arnold le Borgne ou Bill le briseur de bancs. Parce que dans une taverne médiévale, une bonne bagarre fait simplement partie d'une bonne soirée, désordonnée, ridicule et étrangement unificatrice. Et si personne n'est trop gravement blessé, c'est juste un autre tour de divertissement. Donc la bagarre est terminée. Le barde s'est évanoui au milieu d'une balade, et votre estomac est plein de ragoûts mystérieux et de cidre légèrement fermenté. Il est temps de dormir, ou du moins d'essayer. Mais ne vous attendez pas à un lit de plumes et à des draps parfumés à la lavande. C'est une taverne médiévale, pas un spa. Si la taverne offre un logement, c'est probablement à un escalier grinçant de distance, à l'étage, au-delà de planchers inclinés et de poutres assez basses pour tester la durabilité de votre crâne. Les chambres sont petites, froides et absolument partagées. L'intimité n'existe pas. Vous dormez épaule contre épaule avec des étrangers, certains ronflant comme des cloches d'église, d'autres rêvant bruyamment dans des langues que vous n'avez jamais entendues. Les lits, techniquement, sont pour la plupart des matelas rembourrés de paille, minces, grumeleux et grouillants de ce que les médiévaux appelaient affectueusement des compagnons. Vous vous allongez tout habillé, bottes aux pieds, poignard sous votre oreiller, non pas pour le confort, mais pour la stratégie défensive. Les couvertures sont partagées, les odeurs aussi. Et si quelqu'un a mangé de l'ail plus tôt, quelqu'un a toujours mangé de l'ail, cela deviendra une partie intime de vos rêves. Si vous êtes trop pauvre ou trop ivre pour une chambre, vous dormez en bas sur un banc, sous une table, ou simplement dans un coin près de l'âtre, recroquevillé à côté d'un chien qui peut ou non appartenir à la taverne. Vous serez piétiné, probablement éternué dessus, et peut-être utilisé comme repose-pied. La taverne ne se calme jamais vraiment. Même après que la dernière chope est vidée et la dernière bagarre rapiécée, il y a toujours quelqu'un qui marmonne dans son sommeil, une bûche qui éclate dans le feu, ou un paix lointain qui résonne à travers les chevrons. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous vous assoupissez. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas propre, mais c'est assez sûr. Le feu éloigne le pire du froid. Le tavernier monte la garde, un œil ouvert et un gourdin à la main, et le bruit devient sa propre berceuse. Familier, humain, vivant, vous vous réveillerez avec un cou endolori, une bouche sèche et une ecchymose d'origine douteuse. Mais pendant quelques heures, vous dormez en compagnie de voyageurs, de fripons, de fermiers et de fous. Pas de roi, pas de silence, juste des ronflements, de la paille et l'espoir ténu que vos bottes soient toujours là au matin. L'aube se glisse comme un invité non sollicité, faisant passer une pâle lumière à travers les fissures des volets et piquant vos paupières avec une persistance impitoyable.
La taverne a changé du jour au lendemain. Pas plus silencieuse exactement, mais plus calme d'une manière vaincue. Vous ouvrez un œil, la botte de quelqu'un est sur votre poitrine. Quelqu'un d'autre marmonne dans son sommeil à propos des taxes sur les moutons. Le barde ronfle sous une table, serrant son luth comme un amant. Un poulet sautille sur le sol, picorant les croûtes de pain d'hier. Personne ne se demande d'où il vient. Le feu s'est éteint, laissant la pièce froide et enfumée. Quelques clients commencent à remuer, gémissant comme des guerriers blessés de bataille menés entièrement à l'intérieur de leur propre crâne. Un homme s'assoit, regarde autour de lui et se recouche, ayant décidé que la journée n'en vaut pas la peine. Le tavernier est déjà debout, parce que bien sûr qu'il l'est, faisant claquer des chopes, balayant la paille en piles fraîches, réchauffant quelque chose dans une marmite qui sent à la fois invitant et légèrement vengeur. Il jette un coup d'œil au corps sur le sol, puis frappe une louche contre une chope comme une cloche matinale de l'enfer. Debout ou dehors, c'est votre réveil. Il n'y a pas de buffet de petit déjeuner. Si vous avez de la chance, il y a plus de potage maintenant, encore plus épais que la nuit dernière. Le pain est réchauffé, la bière est diluée et personne n'a la force de se plaindre. Certains clients plongent simplement leur tête dans un tonneau d'eau de pluie à l'extérieur et appellent ça une vie propre. Vous vérifiez votre bourse, 2 pièces et un bouton. Mieux que prévu. Vos bottes sont toujours là. L'une d'elles a une marque de morsure, mais elles sont à vous. Une victoire. Quelques nouveaux visages affluent. Des lève-tôt, des voyageurs, des travailleurs qui ont besoin d'un verre avant de s'occuper du bétail, des impôts ou pire, des voisins. La taverne commence à s'agiter à nouveau, comme une bête qui se réveille lentement. Quelqu'un commence à raconter une histoire de la nuit dernière. Elle a déjà changé, bien sûr. Maintenant, il y avait 2 bagarres, et la chanson du bar a invoqué un fantôme. Tout le monde hoche la tête comme si c'était l'évangile. La nuit était chaos. Le matin est groggy, crasseux et plein de regrets. Et pourtant vous souriez, car d'une manière ou d'une autre, vous avez survécu. À présent, vous avez senti la sueur, la fumée, la bière collante sous vos bottes. Vous avez survécu aux cris, aux flirts, au potage et peut-être à un banc volant. Et à travers tout cela, une chose devient claire. La taverne médiévale n'était pas seulement un trou à boissons. C'était le cœur battant de la communauté. Dans un monde sans téléphone, sans journaux, sans réseaux sociaux, la taverne était là où les nouvelles voyageaient. Un marchand de la côte pouvait partager des potins d'un port étranger. Un soldat pouvait décrire la guerre depuis le front. Un barde pouvait chanter des chansons qui cousaient les gens ensemble, même si les paroles changeaient chaque nuit. C'était un lieu de connexion. Les fermiers buvaient à côté des artisans, les pèlerins partageaient du pain avec les voleurs, des étrangers devenaient amis ou du moins compagnons de boisson avant le 2e tour. Ici, les classes sociales s'estompaient, les rumeurs naissaient, des alliances se formaient et des rancunes étaient enterrées ou alimentées davantage selon la façon dont les dés roulaient. La taverne était aussi l'endroit où les affaires se déroulaient. Des accords conclus, des contrats échangés sur des échardes et du cidre renversé. C'était un tribunal, un confessionnal et une scène de théâtre à la fois. Vous pouviez trouver un emploi, perdre votre bourse, vous marier ou commencer une querelle en une seule soirée. Et elle offrait autre chose aussi, quelque chose que vous ne pouviez pas acheter au marché ou prier dans une chapelle. Un soulagement du froid, du travail, du sérieux sans fin de la survie dans la vie médiévale. Pendant quelques heures, vous pouviez vous asseoir près d'un feu, entendre une mauvaise blague, chanter une pire chanson et oublier brièvement à quel point le monde extérieur était dur. Même si la bière était tiède, le lit était démangeant et la nourriture avait plus d'os que de bouillon. La taverne vous donnait un sentiment d'être vivant parmi les vivants. Et à une époque où tout, de la maladie à la guerre en passant par un hiver rigoureux, pouvait vous emporter sans avertissement, ce n'était pas une mince affaire. Alors quand vous entriez dans une taverne médiévale, vous n'achetiez pas seulement une boisson, vous achetiez l'appartenance, l'histoire et peut-être, si le sol n'était pas trop encombré, un endroit pour dormir où le feu brûlait encore. Parce que bien avant les cafés, les pubs et les maisons de café, il y avait la taverne, bruyante, sale, honnête et absolument inoubliable. Avant de devenir le visage le plus emblématique de l'Égypte ancienne,
immortalisée dans un buste en calcaire aux pommettes hautes et au regard figé dans une confiance sereine, Néfertiti était une femme enveloppée de mystère. Son nom signifie « la belle est venue », mais personne ne sait exactement d'où elle venait. Certains croient qu'elle était la fille d'un puissant officiel égyptien nommé Haï, peut-être même la sœur d'Akhénaton. D'autres soutiennent qu'elle était une princesse étrangère envoyée en Égypte dans une alliance matrimoniale. Ses origines sont débattues, mais son influence est indéniable. Néfertiti apparaît dans les annales historiques comme un éclair, soudain, brillant et transformateur. Elle entre dans la vie d'Akhénaton non pas comme une reine passive, mais comme une partenaire égale dans un règne qui secouera les fondements religieux et culturels de l'Égypte. Ensemble, ils démantèleront des siècles de traditions, écarteront le panthéon des dieux et élèveront le disque solaire Aton comme la seule vraie divinité. C'était un geste radical, presque hérétique. Et Néfertiti ne se contentait pas de regarder depuis le trône. Elle dirigeait des cérémonies, faisait des offrandes et était même représentée dans l'art frappant des ennemis, un rôle généralement réservé aux pharaons masculins. Contrairement à d'autres reines qui étaient reléguées à l'arrière-plan, Néfertiti était omniprésente. Elle apparaît dans plus d'œuvres d'art de la période que même Akhénaton lui-même. Dans ses représentations, elle n'est pas enveloppée dans la soumission. Elle se tient droite, parfois plus grande que nature, tenant le pouvoir littéralement dans ses mains. Et dans une société où les pharaons étaient divins, sa proximité avec Akhénaton, tant spirituellement que politiquement, suggérait quelque chose de plus. Peut-être n'était-elle pas seulement reine, peut-être était-elle co-dirigeante. Mais cette ascension n'était pas sans tension. L'Égypte n'était pas prête pour ce bouleversement. L'ancien sacerdoce ressentait la perte de leur dieu et de leur temple. La capitale déménagea dans une nouvelle ville, Akhétaton, aujourd'hui connue sous le nom d'Amarna, coupant les liens avec les anciennes traditions. Et à travers tout cela, Néfertiti était là, sa silhouette gravée dans les murs de pierre, son nom chanté dans des hymnes au soleil. Pourtant, malgré toute sa visibilité dans la vie, sa mort est un acte de disparition complet. Pas de tombe, pas de corps, pas de fin confirmée, juste le silence. C'est comme si l'histoire, après avoir montré sa brillance, avait soudainement choisi de détourner le regard. Et c'est peut-être là que sa légende commence véritablement. Pour comprendre l'ascension de Néfertiti, vous devez d'abord rencontrer l'homme qui a tout changé, le pharaon Akhénaton. Il n'est pas né avec ce nom. Il était à l'origine Amenhotep IV, un prince en ligne avec un héritage millénaire de dieux et de traditions. Mais quelque chose a changé en lui. Certains l'appellent inspiration divine, d'autres disent folie. Quand il est devenu roi, il a tourné le dos au puissant dieu Amon et a déclaré une nouvelle vérité. Il n'y avait qu'un seul dieu qui méritait d'être adoré, le soleil lui-même, l'Aton. Ce n'était pas seulement un changement religieux, c'était un tremblement de terre qui fissurait le socle de la civilisation égyptienne. Imaginez une société construite autour de temples, de prêtres et de rituels, à qui l'on dit du jour au lendemain que leur dieu était faux, leur culte obsolète. Akhénaton n'a pas seulement prêché le monothéisme, il l'a imposé. Les temples d'Amon ont été fermés. Son nom a été ciselé hors des monuments. Des statues ont été brisées. Des villes entières ont été abandonnées. À leur place, Akhénaton a construit quelque chose de nouveau. Akhétaton, une ville dédiée uniquement à Aton, où le soleil se lèverait directement entre les falaises et baignerait la ville de lumière sacrée. Et à travers tout cela, Néfertiti se tenait à ses côtés, non pas comme une épouse silencieuse, mais comme une participante à part entière. Dans les reliefs de la période, elle est montrée adorant Aton avec la même révérence qu'Akhénaton. Leurs filles sont souvent représentées avec eux, têtes inclinées vers le soleil radieux. C'était un portrait de famille comme on n'en avait jamais vu dans l'art égyptien avant ou depuis. Même le style de l'art a changé, plus rigide et formel, mais libre, exagéré, parfois même intime. Le roi et la reine s'embrassant, jouant avec leurs enfants, priant en robe douce sous le soleil. Néfertiti était partout dans ce nouveau monde. Parfois, elle éclipsait même son mari. Certains historiens croient qu'elle détenait un réel pouvoir politique, peut-être même qu'elle agissait comme co-régente. Il existe des inscriptions qui la désignent sous le nom de Néfer-Néferuaton,
un nom que certains croient qu'elle utilisait quand elle a commencé à régner de son propre chef. On ne sait pas si Akhenaton a partagé le trône par amour, par stratégie ou par nécessité, mais une chose était claire, sans Néfertiti, cette révolution n'aurait peut-être pas tenu aussi longtemps qu'elle l'a fait, mais les révolutions sont fragiles. Les dieux n'aiment pas être remplacés. Et le peuple, il observait tranquillement, attendant le retour de l'ancien ordre. Au sommet de son influence, Néfertiti était devenue plus qu'une reine. Elle était devenue une icône, non seulement de beauté, mais de féminité divine et de pouvoir royal. L'Égypte avait connu de grandes reines auparavant, Ahmosé-Néfertari, Hatshepsut, mais la présence de Néfertiti semblait différente. Elle ne gouvernait pas depuis les ombres ou ne prenait pas le pouvoir par la guerre. Elle remodelait le tissu spirituel et culturel de l'Égypte aux côtés de son mari, en temps réel, comme une déesse vivante. Elle donna à Akhenaton 6 filles, Méritaton, Makhétaton, Ankhesenpaaton et d'autres, toutes fréquemment représentées dans des scènes familiales sous les rayons d'Aton. Curieusement, aucun fils n'a jamais été confirmé. Dans un royaume obsédé par la lignée, c'était à la fois un problème politique et un mystère historique. Était-ce le destin, ou y avait-il autre chose en jeu? Certains suggèrent qu'Akhenaton aurait pu avoir des fils avec d'autres épouses, ou de façon plus controversée, avec Néfertiti elle-même, alimentant les spéculations modernes et des théories inconfortables allant du spéculatif au salace. Ce qui est certain, c'est que la maternité était centrale dans son image. Dans l'art, Néfertiti est représentée berçant ses enfants, leurs petits bras tendus pour toucher ses joues. Ce ne sont pas des statues rigides et froides, ce sont des moments vivants sculptés dans la pierre, intimes, émotionnels, radieux. À une époque où les pharaons étaient souvent des dieux distants, la représentation de Néfertiti en mère nourricière adoucissait le divin, le rendant humain. Pourtant, il y avait un autre aspect de son iconographie, bien plus puissant. Dans plusieurs représentations, Néfertiti porte la couronne bleue généralement réservée aux dirigeants masculins. Elle est montrée frappant des ennemis, conduisant des chars, faisant des offrandes sans Akhenaton à ses côtés. Ce n'étaient pas des gestes symboliques, c'était une reine, accomplissant les devoirs sacrés d'un roi. Cela suggère une vérité discrète mais radicale. Néfertiti se préparait peut-être à quelque chose de plus qu'un partenariat. Elle se préparait peut-être à régner. Des murmures dans l'histoire suggèrent qu'après que la santé d'Akhenaton a commencé à décliner, possiblement en raison de troubles génétiques ou de stress, Néfertiti a assumé plus de responsabilités gouvernementales. Mais c'est là que les registres commencent à s'estomper. Dans les dernières années du règne d'Akhenaton, elle disparaît de la vue publique. Pas de fanfare, pas d'inscription funéraire, pas d'enterrement confirmé. Est-elle morte jeune? Est-elle tombée du pouvoir? Ou était-elle sur le point de devenir quelque chose de plus grand qu'une reine, quelque chose que l'histoire a essayé et échoué à effacer? Un jour, Néfertiti était partout, gravée dans les murs, louée dans les hymnes, régnant aux côtés d'un pharaon révolutionnaire. Et puis, comme un souffle dans le vent du désert, elle a disparu. Aucune reine égyptienne n'avait jamais été aussi visible. Pourtant, vers la 12e année du règne de 17 ans d'Akhenaton, les archives deviennent étrangement silencieuses. Son nom disparaît des inscriptions, son image s'estompe de l'art. Pas de tombe, pas d'annonce de décès, pas de scène de deuil. Pour une femme si centrale dans le bouleversement culturel de l'Égypte, son absence est plus qu'étrange. C'est un trou noir dans l'histoire. Alors, que lui est-il arrivé? Une théorie suggère la réponse la plus simple. Elle est morte. L'accouchement était risqué, même pour la royauté. La deuxième fille de Néfertiti, Makhétaton, disparaît également des registres à cette époque, indiquant peut-être une double tragédie, une mère et une fille perdues dans le même moment sombre. Mais si c'était vrai, pourquoi pas de funérailles élaborées, pas de tribu, pas de temple? C'était une femme vénérée comme une déesse. Une mort silencieuse ne correspond pas au scénario. D'autres ont proposé quelque chose de bien plus politique. Peut-être que Néfertiti est tombée en disgrâce. Peut-être que les courants ont changé au sein de la cour royale. Akhenaton, de plus en plus isolé, aurait pu la mettre de côté, peut-être en faveur d'une autre épouse. Certains suggèrent
qu'un co-dirigeant nommé Smenkhkare, une figure énigmatique qui apparaît brièvement dans les archives historiques, aurait pu la remplacer. S'agissait-il d'un héritier mâle, d'un demi-frère? Ou Smenkhkare était-il Néfertiti elle-même sous un nouveau nom? C'est la théorie la plus électrisante. Néfertiti n'a pas du tout disparu. Elle s'est transformée. Des preuves suggèrent qu'une personne nommée Néfer-Néferuaton a régné dans les dernières années du règne d'Akhénaton. Cet individu utilisait une grammaire féminine dans les inscriptions et faisait même référence à Akhénaton comme son époux bien-aimé. Cela aurait-il pu être Néfertiti, couronnée pharaon de plein droit? Si c'est le cas, elle aurait rejoint les rangs les plus rares de l'histoire égyptienne, une femme roi comme Hatshepsut avant elle. Mais même cette théorie se dissout dans le sable. Le règne de Néfer-Néferuaton se termine brusquement. Et puis vient un nom plus familier, Toutankhaton, plus tard Toutankhamon, un roi enfant qui inversera les réformes de ses parents et restaurera les anciens dieux. Si Néfertiti a régné seule, ce fut bref. Et si elle était Smenkhkare ou Néfer-Néferuaton, elle a régné comme une reine fantôme, visible seulement dans des indices, des cartouches à moitié sculptées et des reliques brisées, un puzzle auquel il manque sa pièce centrale. Et ainsi, aussi soudainement qu'elle est arrivée, la femme la plus puissante d'Égypte disparaît. Mais sa légende ne faisait que commencer à prendre forme. Alors que la poussière d'Amarna commençait à se déposer, une nouvelle figure émergea. Un roi enfant à peine assez âgé pour tenir un sceptre. Son nom était Toutankhaton, plus tard changé en Toutankhamon, et il deviendrait le pharaon le plus célèbre du monde, non pas pour ce qu'il a fait dans la vie, mais pour les trésors trouvés dans sa tombe intacte. Mais ce qui importe ici, c'est ceci. Qui était sa mère? Les archives historiques sont frustrantes de silence. Son père était presque certainement Akhénaton, mais l'identité de sa mère reste enveloppée de confusion. Certains chercheurs soutiennent que Néfertiti était sa belle-mère. D'autres spéculent qu'elle pourrait avoir été sa mère biologique, pointant vers l'art et la chronologie qui semblent le placer comme un jeune enfant lors des dernières apparitions publiques de Néfertiti. Si Néfertiti a vraiment donné naissance à Toutankhamon, cela aurait du sens. Son règne précoce était clairement guidé par quelqu'un avec une main ferme, et ses décisions d'inverser la révolution religieuse de son père n'étaient peut-être pas entièrement les siennes. Et c'est là que l'intrigue s'approfondit. Qui dirigeait le navire pendant le règne fragile de Toutankhamon? Le roi enfant n'avait qu'environ 9 ans quand il a pris le trône. Un enfant ne peut pas restaurer un empire religieux seul. Quelqu'un était dans les coulisses, quelqu'un d'expérimenté en politique de cour, en religion et en symbolisme public. Pourrait-ce avoir été Néfertiti gouvernant depuis les ombres? Ou était-ce le grand prêtre Haï, son père possible? Ou peut-être les deux travaillant ensemble pour effacer le chaos d'Amarna et ramener l'Égypte à ses anciens dieux? Une des preuves les plus convaincantes provient d'un sanctuaire doré trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Il montre une femme oignant le jeune roi. Une femme aux traits étrangement similaires à ceux de Néfertiti. Si c'était elle, cela signifie qu'elle n'a peut-être pas disparu du tout, mais est restée au cœur du pouvoir sous une forme plus discrète. Pourtant, sans tombe nommée, sans momie confirmée, nous ne sommes laissés qu'avec des fragments. Si elle a guidé Toutankhamon, ses empreintes digitales sont partout, mais son nom a disparu, effacé des temples, omis des listes de rois, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer le souvenir d'une femme qui régnait autrefois comme un dieu. Et pourtant l'ironie est riche. La renommée de Toutankhamon ressusciterait son image, car en cherchant son histoire, le monde est tombé sur la sienne. Pour quelqu'un qui se tenait au centre de l'ère la plus radicale de l'Égypte, reine, prêtresse, possible pharaon, Néfertiti n'a laissé derrière elle aucune tombe confirmée. Pas un seul monument ne porte ses rites funéraires, pas de sarcophage, pas de masque funéraire, pas d'inscription murmurant ces derniers mots aux dieux. C'est comme si elle s'était évaporée. Cette absence hante les égyptologues depuis plus d'1 siècle. Dans une culture obsédée par l'au-delà, où chaque noble était embaumé, momifié et enterré avec des instructions pour le voyage de l'âme, comment l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire égyptienne pourrait-elle être perdue? Les théories abondent. Une possibilité est qu'elle a été enterrée à la hâte et sans cérémonie dans les dernières années de la période d'Amarna. Peut-être que son héritage radical la rendait dangereuse aux yeux du nouveau régime.
Sa tombe aurait pu être démantelée, son nom défiguré, dans le cadre de l'effort général pour effacer le souvenir de l'hérésie d'Akhénaton. Après tout, le retour aux dieux traditionnels fut rapide, et la vengeance dans la pierre et les hiéroglyphes taillés était courante. Une autre théorie plus alléchante suggère que sa tombe n'a jamais été vraiment perdue. Elle a simplement été mal identifiée ou est encore cachée. Certains chercheurs ont proposé qu'elle repose dans la vallée des rois elle-même, dissimulée derrière les murs de la tombe de Toutankhamon. En 2015, des analyses radar de Khéops 62, la célèbre tombe du roi Toutankhamon, ont indiqué de possibles chambres cachées. Néfertiti était-elle enterrée à quelques centimètres, scellée et oubliée sous des couches d'histoire et d'or? Cette idée a capté l'imagination du monde. Une reine dormant juste hors de portée. Les égyptologues ont retenu leur souffle, mais d'autres analyses ont donné des résultats non concluants. Les fouilles ont ralenti, les financements se sont taris, et une fois de plus, Néfertiti s'est retirée dans le mythe. Pourtant son absence est bruyante. Nous avons ces images, des dizaines, peut-être des centaines, sa ressemblance capturée dans la pierre et le pigment. Son buste, maintenant à Berlin, regarde toujours avec une grâce insondable à travers le verre du musée, comme si elle savait quelque chose que nous ignorons, comme si elle attendait. Chaque année, de nouvelles fouilles continuent à Amarna et dans la vallée. Chaque année, des murmures s'agitent. Une chambre scellée pourrait-elle enfin livrer ses secrets? Un cartouche oublié dans le sable pourrait-il épeler son vrai nom? Ou est-elle destinée à rester l'énigme éternelle, une phrase inachevée dans l'histoire de l'Égypte? Si l'histoire l'a enterrée, elle n'a pas réussi longtemps, car la recherche de Néfertiti ne s'est jamais vraiment arrêtée, elle n'a fait que s'approfondir. Si sa tombe n'a jamais été trouvée et son corps jamais identifié, pourquoi nous souvenons-nous encore de Néfertiti? La réponse se trouve derrière la vitrine d'un musée, sous des lumières douces, au Neue Museum de Berlin, une sculpture en calcaire peint qui a captivé le monde depuis sa redécouverte en 1912, le buste de Néfertiti. Elle regarde droit devant avec assurance et sérénité. Son long cou gracieux, sa couronne bleue distinctive et ses traits si raffinés qu'ils semblent presque modernes. Un œil est inachevé, peut-être laissé ainsi intentionnellement, ou peut-être un détail oublié pendant les derniers jours de l'atelier. Pourtant, même incomplète, elle est intemporelle, inoubliable. Le buste a été découvert par l'archéologue allemand Ludwig Borchardt dans les ruines de l'atelier du sculpteur Thoutmôsis à Amarna. Quand il a épousseté et révélé son visage, il a su instantanément ce qu'il avait trouvé. Dans son journal, il a écrit « Inutile de la décrire, il faut la voir ». Et une fois que le monde l'a vue, Néfertiti est devenue non seulement une figure historique, mais un symbole mondial de beauté, de pouvoir, d'énigmes anciennes. Mais même son buste n'est pas sans controverse. L'Allemagne a acquis l'artefact à une époque où les lois sur les antiquités étaient laxistes, et l'Égypte en demande le retour depuis des décennies. Pour les Égyptiens, elle appartient à son pays d'origine, la terre dont le soleil a autrefois touché sa peau, où elle se tenait sous les rayons d'Aton. Mais l'Allemagne a refusé. Ils affirment que sa fragilité la rend dangereuse à transporter. D'autres disent que c'est une question de prestige. Néfertiti attire les foules. Elle est après tout leur Joconde. Pourtant sa présence, où qu'elle soit, a changé la façon dont le monde voit les femmes antiques. Elle n'était pas juste une beauté passive. Son buste capture quelque chose de royal, d'affirmé, presque de provocateur. Elle ressemble à quelqu'un qui détenait des secrets, prenait des décisions, changeait le cours des empires, et c'était le cas. Il est remarquable comment une seule sculpture, délicate et silencieuse, peut ressusciter quelqu'un perdu dans le temps. Nous ne trouverons peut-être jamais sa tombe, nous ne saurons peut-être jamais comment elle est morte, mais à travers ce buste, Néfertiti a accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle est devenue immortelle, non pas dans l'or, mais dans la mémoire humaine. Le visage est peut-être immobile, mais l'histoire qu'il raconte continue de parler plus fort que jamais à travers les siècles. L'histoire de Néfertiti vit quelque part entre la pierre et le silence, entre ce que nous savons et ce que nous voulons croire. Peu de figures de l'histoire ancienne ont inspiré une fascination aussi implacable et un mystère aussi profond. Elle est un paradoxe, l'une des femmes les plus documentées de son temps,
et pourtant encore largement inconnaissable. Au fil des siècles, elle a été imaginée comme beaucoup de choses. Pour certains, elle était une déesse sous forme humaine, l'incarnation vivante de la beauté divine. Pour d'autres, elle était un cerveau politique, la force derrière le trône, peut-être même le trône lui-même. Certains l'ont dépeinte comme une figure romantique, tragiquement perdue dans les sables de la Révolution. D'autres la peignent comme ambitieuse, voire impitoyable, naviguant dans un empire qui s'effondre avec élégance et calcul. Mais que savons-nous vraiment ? Nous savons qu'elle était plus qu'une épouse royale. Son imagerie rivalise avec celle des rois. Sa présence lors des rites religieux, des cérémonies royales et même des scènes de bataille révèle une femme non seulement à côté du pouvoir, mais l'exerçant. Dans un monde patriarcal, elle s'est taillé son propre espace, non par la rébellion, mais par la présence, par l'assurance, par la pure maîtrise du langage visuel et spirituel de son temps. Nous savons qu'elle était centrale dans l'un des changements religieux les plus audacieux de l'histoire. Alors qu'Akhenaton a peut-être envisagé le culte monothéiste du soleil, c'est Néfertiti qui l'a incarné. Elle était le visage humain d'un idéal divin, le pont entre l'Aton au-dessus et le peuple en dessous. Elle ne servait pas seulement les dieux, elle était leur image. Et nous savons qu'après sa disparition, sa mémoire a été presque effacée. La réaction contre le régime d'Akhénaton a balayé son nom dans l'oubli. Ses statues ont été brisées, ses inscriptions ont été défigurées, son rôle dans l'histoire intentionnellement enterré. Pourtant, nous voici 3000 ans plus tard, murmurant encore son nom. Pourquoi ? Parce que le mythe a une façon de survivre là où les faits ne le peuvent pas. Parce que lorsqu'une femme devient à la fois une icône et une énigme, elle glisse dans un espace que le temps ne peut pas atteindre. Parce que parfois les questions résonnent plus fort que les réponses. Et peut-être, juste peut-être, c'est exactement comme Néfertiti le voulait. Être rappelé, non expliqué, être admiré, non contenu, vivre pour toujours, non pas comme une femme d'une seule tombe, mais comme une reine de spéculation sans fin. Plus de 3 millénaires se sont écoulés depuis que Néfertiti a marché pour la dernière fois sous le soleil d'Égypte. Pourtant son ombre s'étend encore sur notre monde, gravée dans le verre des musées, murmurée dans les couloirs académiques, étalée sur les pages des romans et les écrans des documentaires. Contrairement à la plupart des figures historiques, elle ne s'est pas estompée dans le passé. Si quelque chose, elle grandit avec le temps. Il y a quelque chose d'irrésistible chez elle, pas seulement la beauté. Nous avons vu la beauté auparavant, c'est le mystère. Les espaces vides délibérés dans sa biographie ressemblent à un défi, une provocation, comme si elle nous mettait au défi d'essayer de la comprendre, sachant parfaitement que nous ne le ferons jamais vraiment. Et de cette façon, elle est devenue quelque chose de plus qu'historique. Elle est devenue archétypale. Chaque génération réinterprète Néfertiti à sa propre image. Au début du XXe siècle, elle était une reine exotique, mystérieuse et soumise. Dans la vague féministe, elle est devenue un symbole du pouvoir féminin, une dirigeante antique perdue dans l'effacement patriarcal. Dans les médias modernes, elle est une icône de style, une reine africaine, une joueuse politique, même un pharaon possible. Elle a vécu 1000 secondes vie, non pas à travers des faits, mais à travers l'imagination. Mais peut-être que c'est la vie après la mort la plus appropriée de toutes. Dans l'Égypte ancienne, l'immortalité ne concernait pas seulement la momification, il s'agissait de mémoire. Si votre nom était prononcé, votre image vue, votre histoire racontée, vous continuiez à vivre. Vous pouviez voyager dans le champ des roseaux, dîner avec les dieux, exister au-delà de la mort. Néfertiti, que ce soit par conception ou par hasard, a réalisé cela. Son nom est prononcé à travers les continents. Son visage est l'un des plus reconnus de l'histoire humaine. Son histoire, bien que fragmentée, commande toujours l'attention. Donc, d'une certaine façon, son plus grand héritage n'a pas été gravé dans une tombe ou scellé sous la pierre du désert. C'était cette curiosité durable. Elle a laissé derrière elle un mystère parfait, une vie à moitié vue, à moitié effacée et entièrement inoubliable. Et peut-être que c'était son dernier acte de pouvoir, pas seulement de gouverner un empire, pas seulement de façonner la religion ou d'élever des filles royales, mais de devenir intemporelle. Néfertiti, la belle qui est venue, n'est jamais vraiment partie.
Elle reste ici dans nos questions, notre émerveillement et notre besoin de nous souvenir des femmes que l'histoire a tenté d'oublier. Elle vit non pas dans l'or ou la gloire, mais dans l'acte éternel d'être recherchée. Et qu'y a-t-il de plus immortel que cela? En Chine, où les nuages pendent bas et le vent fredonne à travers les bosquets de bambou, un dragon repose enroulé. Mais ce n'est pas un mythe, pas une bête légendaire crachant du feu. Ce dragon est fait de terre et de pierre, sculpté par des siècles de mains calleuses et de visions patientes. Ce sont les terrasses de riz de Longji, connues des locaux comme l'épine dorsale du dragon, et ses courbes ondulent à travers la montagne comme des écailles miroitant d'eau, de riz et d'ancienne fierté. De loin, les terrasses ressemblent à une créature endormie. Les collines ondulent avec une précision rythmique, chaque couche montant et descendant comme la sinuosité d'une forme vivante. Mais approchez-vous et vous trouverez quelque chose de plus vivant encore. L'eau coule en doux murmures le long de canaux soigneusement creusés. Les semis frémissent dans la brise, et à l'aube, la brume matinale drape le paysage comme un souffle s'élevant des narines du dragon. Ces terrasses n'ont pas été construites à la hâte. Leur histoire a commencé il y a plus de 700 ans, lorsque les peuples Zhuang et Yao, minorités ethniques ayant des liens profonds avec les montagnes, ont choisi de dompter les pentes plutôt que de les abandonner. Les terres plates étaient rares, les machines n'existaient pas. Alors ils ont regardé la montagne et posé une simple question. Comment nous nourrir ici? La réponse a pris des générations. Armés de peu plus que des outils en pierre et des paniers en bambou, ils ont sculpté les collines pouce par pouce, année par année. Avec chaque niveau construit, ils n'ont pas seulement façonné la terre, ils lui ont appris à respirer avec eux. Les précipitations sont devenues une ressource. La pente est devenue subsistance. Le riz, l'aliment de base de la vie, a commencé à pousser là où la gravité régnait autrefois. Et avec le temps, les terrasses ont commencé à ressembler à un dragon au repos. Fort, éternel, sacré. C'était plus que de l'agriculture. C'était l'harmonie, un pacte silencieux entre l'homme et la nature. Aucune partie de la montagne n'était gaspillée, et aucune partie n'était forcée de se plier violemment. Au lieu de cela, les gens ont travaillé avec la terre, la façonnant en courbes et en ondulations, écoutant le vent, suivant l'eau. Aujourd'hui, l'épine dorsale du dragon nourrit encore des villages entiers, mais plus que cela, elle nous rappelle ce que la patience peut construire. Dans un monde qui se précipite en avant, ici repose un dragon qui n'a jamais été pourchassé, seulement sculpté. Couche par couche, rêve par rêve, marcher parmi les terrasses de riz de Longji, c'est entrer dans un monde sculpté par la persévérance. Il n'y a pas d'illusion ici, pas de traces de machines, pas de marques d'études d'entreprise. Ce qui s'étend sur ces montagnes sont les empreintes digitales de l'endurance humaine. Chaque courbe, chaque pente, chaque goutte d'eau a été arrangée, pierre par pierre, avec des mains qui connaissaient le pouls de la terre. Il y a des siècles, lorsque les peuples Zhuang et Yao ont regardé pour la première fois ces flancs de collines escarpés et impitoyables, ils n'y ont pas vu des obstacles, ils y ont vu une opportunité. Les terres étaient déjà prises, les vallées fertiles déjà ensemencées, mais ici, au milieu des pics accidentés, il y avait une possibilité. Si seulement ils pouvaient faire écouter la terre. Sans outils lourds, ils ont commencé, pelles en bois, houes en pierre, paniers de boue et de gravats portés sur des dos usés par le temps. Lentement, les terrasses ont commencé à se former. Veines horizontales à travers la montagne, maintenues en place par des murs de pierre empilés à la main. Ce n'étaient pas des coupes accidentelles dans la pente. Elles étaient calculées. Chaque niveau devait être parfaitement équilibré, non seulement pour retenir l'eau, mais pour la transporter d'un niveau à l'autre sans gaspillage. Une seule erreur de calcul pouvait provoquer l'effondrement de toute une section. Trop raide et l'eau se précipiterait. Trop plat et elle stagnerait. Alors ils mesuraient non pas avec des règles, mais avec des générations d'intuition. Les enfants apprenaient de leurs aînés. Les aînés observaient les saisons et la montagne, avec le temps, a cédé non par capitulation, mais par confiance. Et le résultat, un paysage qui défie la nature en s'écoulant avec elle. De la base de la vallée au sommet baisé par les nuages, ces terrasses s'élèvent comme un escalier en spirale vers le ciel.
Elles reflètent la topographie avec élégance, presque comme si la montagne les avait elle-même fait pousser. Mais non, la montagne n'a pas façonné ces courbes. Les humains l'ont fait, sans moteur, sans béton, sans diplôme d'architecture, juste du temps, juste des essais et des erreurs, juste la croyance que la terre, aussi escarpée soit-elle, peut être amenée à servir la vie. Aujourd'hui, les terrasses restent fonctionnelles, toujours cultivées, toujours réparées, toujours respectées. Pas de bulldozer, pas de raccourcis. Les anciennes méthodes survivent non pas parce qu'elles résistent à l'avenir, mais parce qu'elles ont prouvé quelque chose de rare. Que la tradition, lorsqu'elle est assez profondément enracinée, peut survivre à chaque tempête. Si l'épine dorsale du dragon est muscle et os, alors l'eau est son sang. Elle coule tranquillement sans pompe ni moteur, traçant d'anciens canaux qui glissent des sources de montagne dans chaque terrasse en dessous. Cette chorégraphie hydraulique n'est pas un accident. C'est la vie secrète des terrasses, la raison pour laquelle elles ont duré des siècles. Au sommet de la montagne, l'eau de pluie et les sources naturelles sont captées dans des fossés étroits et des canaux en terre. De là, la gravité devient l'alliée silencieuse du fermier. L'eau descend à travers terrasse après terrasse, se rassemblant doucement dans chaque champ avant de se déverser dans le suivant. Cette conception, fluide, sans couture, garantit que chaque parcelle de riz reçoit ce dont elle a besoin, ni plus ni moins. Il n'y a pas de valve, pas d'interrupteur. Le contrôle réside dans des vannes subtiles, faites de pierre ou de bois, ajustées à la main et par habitude. Si une terrasse déborde, elle pourrait inonder la suivante. Si l'une fuit, une sécheresse peut suivre. Et ainsi les villageois, gardiens de ce système délicat, parcourent les crêtes quotidiennement, vérifiant, ajustant, écoutant le son de l'écoulement. C'est moins comme l'agriculture, plus comme jouer d'un instrument. Une fausse note et toute la chanson est fausse. Mais l'eau fait plus que nourrir le riz. Elle reflète le ciel. Au printemps, lorsque les terrasses sont d'abord inondées, les rizières se transforment en verre. Elles reflètent les nuages, le soleil, même les étoiles par une nuit claire. Les visiteurs décrivent souvent le site comme surréaliste, comme si la montagne était devenue un miroir vivant, reflétant à la fois le ciel et la terre. Puis vient l'été. L'eau s'épaissit avec des tiges de verre. Le reflet s'estompe, remplacé par le mouvement, des plants de riz ondulant dans le vent comme une mer d'émeraude. En automne, l'eau scintille à travers l'or du grain mûri. Et en hiver, lorsque l'agriculture cesse, la neige et le gel remplacent le courant. Le dragon dort mais les canaux restent, veines tranquilles attendant le printemps. Le temps se déplace différemment ici, pas par heure, mais par humidité, par le premier filet de dégel de la montagne, par le son des grenouilles qui reviennent, par l'odeur du sol humide. Dans un monde qui mesure le temps en secondes, les gens de Longji le mesurent encore en saisons et en gouttes. Et ainsi le dragon vit non pas dans le feu et le vol, mais dans les ondulations de l'eau, pulsant doucement à travers un chef-d'œuvre vivant de pierre et de sol. Le printemps dans les montagnes de Longji commence non pas avec des fleurs, mais avec de l'eau. Alors que la neige fond sur les pics plus élevés, les ruisseaux s'écoulent vers le bas, insufflant la vie dans les terrasses qui attendent. Les rizières en miroir sont prêtes, le dragon s'agite, et les gens se préparent pour le rituel qui les lie à chaque génération avant eux, planter la première graine. Il n'y a pas d'annonce grandiose, seulement un mouvement silencieux. Les agriculteurs, jeunes et vieux, se lèvent avec la brume. Ils marchent pieds nus le long des crêtes étroites, chapeaux de paille bas sur leurs yeux, paniers en équilibre sur leur dos. L'air est épais de l'odeur de sol trempé et de vent de montagne. Les rizières, inondées quelques jours plus tôt, brillent maintenant comme du jade poli. Ce n'est pas une tâche pour les machines, ça ne l'a jamais été. Chaque pousse de riz cultivé dans des pépinières est transplanté à la main, une par une, ligne par ligne. Les travailleurs entrent dans l'eau froide et enfoncent les tendres tiges dans la boue avec des doigts délicats. C'est un rythme qui semble presque sacré. Dos courbé, bras tendus, mains qui pressent, répété toute la journée, parfois pendant des semaines. Les enfants suivent, éclaboussant dans les eaux peu profondes, imitant leurs aînés. Ils n'apprennent pas dans les manuels scolaires mais en se tenant dans l'eau,
en sentant la résistance de la boue, en apprenant l'espacement à l'œil. C'est ainsi que le savoir survit ici, vécu, non parlé. La plantation est plus qu'un travail, c'est une cérémonie. Des offrandes sont faites aux esprits de la montagne, des chansons sont chantées. Dans certains villages, les anciens dispersent la première poignée de semis comme une bénédiction. Chaque champ planté est une promesse à la terre, aux ancêtres, aux enfants encore à venir. Le rythme est sans hâte. Personne ne précipite le dragon. Personne ne court contre la montagne. Au lieu de cela, le rythme de plantation devient une méditation, une danse lente de l'homme et de la nature, de patience et de but. Et au fil des jours, des pousses vertes commencent à s'élever des champs aquatiques comme des murmures. À partir de ce moment, les terrasses vont grandir. Pas seulement du riz, mais de l'espoir. Chaque graine est une prière. Chaque rangée un défi tranquille contre la faim et la hâte. Et ainsi commence le cycle une fois de plus, non pas avec du bruit ou du feu, mais avec des mains dans la boue et des cœurs dans le ciel. Le dragon est réveillé, la montagne respire, et l'avenir est planté, une graine à la fois. Dispersée le long des lignes de crête et nichée dans les recoins des terrasses, se trouvent les battements de cœur de l'épine dorsale du dragon. Des villages comme Pingan, Dazai et Jinkeng. Ce ne sont pas seulement des établissements, ce sont des musées vivants du patrimoine où chaque maison, chemin et balcon s'accroche à la montagne comme un souvenir qui refuse de s'estomper. Les maisons sont construites en bois, reposant sur des pilotis pour les protéger des pluies et de la raideur de la pente. Leurs toits, sombres et inclinés, reflètent les lignes des terrasses qu'ils surplombent. D'en haut, ils ressemblent à des lanternes en bois, flottant sur des vagues de verdure. À l'intérieur, la vie est simple, chaleureuse et profondément communautaire. Les générations partagent une maison, les repas sont cuisinés sur des feux de bois. L'odeur du vin de riz et de la fumée de bambou dérive dans l'air de la montagne. Les gens ici appartiennent à des minorités ethniques, les Zhuang et les Yao rouges, chacun avec sa propre langue, ses coutumes et ses histoires. Vous reconnaîtrez instantanément les femmes Yao. Leurs longs cheveux noirs, non coupés depuis l'enfance, sont enroulés en forme élégante au sommet de leur tête. Certaines les laissent tomber comme des cascades de soie quand elles se baignent dans la rivière. Une scène si gracieuse qu'elle frôle le mythe. Malgré la modernisation qui grimpe sur les sentiers de montagne, les traditions restent fortes. Des vêtements tissés à la main teints en indigo, des métiers à tisser en bois qui grincent dans des pièces calmes, de la musique jouée sur des flûtes de roseau et des tambours de bronze pendant les festivals villageois. Les mariages impliquent de toujours des danses rituelles. La récolte est toujours accueillie avec des chants. L'hospitalité n'est pas une transaction ici, c'est un réflexe. Les invités se voient offrir du thé infusé à partir de feuilles locales, du vin de riz dans des calebasses sculptées et des histoires transmises par des anciens qui se souviennent de la montagne avant l'arrivée de l'électricité. Ils parlent de dragons dans la brume, d'ancêtres qui ont d'abord sculpté les collines, d'esprits qui gardent encore les champs. Et bien que le tourisme amène maintenant des visiteurs de tous les coins du monde, le rythme de la vie villageoise continue, largement indérangé. Le riz pousse toujours, les rituels marquent toujours les saisons. Les terrasses, comme les gens, perdurent, non pas en résistant au changement, mais en l'absorbant lentement, soigneusement, comme l'eau qui descend un niveau à la fois. Ici, dans les anneaux du dragon, la vie n'est pas précipitée. Elle coule, elle résonne, elle se souvient. Marcher dans les terrasses de Longji, c'est marcher à travers des couches de mythes. Les collines ne sont pas seulement sol et pierre. Elles sont vivantes avec des histoires murmurées à travers les bosquets de bambou et portées par le vent. Pour les villageois, ces montagnes ne sont pas simplement des terres. Ce sont des êtres sacrés, façonnés par les dieux, gardés par des esprits et habités par des contes transmis d'une génération à l'autre. La légende la plus durable parle d'un dragon endormi dont le corps s'étend à travers les crêtes. Sa colonne vertébrale s'élève en anneaux, les terrasses elles-mêmes. Les locaux croient que les courbes de la montagne ne sont pas faites par l'homme, mais plutôt les écailles du dragon qui montent et descendent avec sa respiration. Quand la brume monte de la vallée et couvre les rizières de blanc, on dit que le dragon s'agite, respirant doucement dans son sommeil.
Une autre histoire raconte comment les terrasses sont nées de la générosité divine. En temps de famine, les ancêtres ont grimpé les montagnes et prié les cieux. Émus par leur dévotion, les dieux ont envoyé la pluie et leur ont ordonné de sculpter les collines en marche pour que le riz puisse pousser. Les gens ont obéi et le dragon est apparu pour guider leurs mains. Depuis, ils honorent la montagne avec respect, ne criant jamais dans les champs, ne coupant jamais d'arbres sans prière. Ces croyances ne sont pas écrites dans des livres. Elles vivent dans les chansons chantées pendant la plantation, dans l'encens brûlé avant une nouvelle saison de croissance, dans le silence gardé pendant les matins brumeux. Les enfants grandissent en entendant ces contes non pas comme de la fantaisie, mais comme une vérité ancrée dans la terre. Rire du dragon, c'est risquer une mauvaise récolte. Manquer de respect aux esprits, c'est inviter l'inondation ou la sécheresse. Il y a aussi des esprits dans l'eau. Certains agriculteurs font encore des offrandes avant de libérer l'eau de printemps dans les terrasses pour la première fois chaque année. Quelques gouttes de vin de riz, une prière murmurée sous le souffle. Pas pour le spectacle, juste une tradition aussi naturelle que d'attacher une chaussure. Et que vous croyiez au dragon ou non, quelque chose de sacré flotte dans l'air. Peut-être est-ce le silence, peut-être sont-ce les nuages, ou peut-être est-ce la certitude tranquille que cet endroit est plus que l'œuvre humaine. C'est une histoire qui continue d'être racontée, écrite non pas à l'encre mais en pierre, en eau et en riz. Pendant des siècles, l'épine dorsale du dragon était un secret gardé par les montagnes, lointain, tranquille et connu seulement de ceux qui l'appelaient maison. Mais aucun lieu, aussi sacré soit-il, ne reste intact pour toujours. La route est venue, les fils ont suivi. Les touristes, les caméras et les smartphones ont grimpé les collines aux côtés des agriculteurs, et les terrasses, anciennes et érodées, ont dû répondre à une question qu'elles n'avaient jamais eu à se poser auparavant. Comment survivre au monde moderne ? Au début, il y avait de l'inquiétude. Certains craignaient que la montagne ne soit vendue morceau par morceau aux promoteurs, que le béton ne remplace le bois, que la culture ne devienne costume. Mais les gens de Longji n'ont pas seulement enduré, ils se sont adaptés, non pas en abandonnant le passé, mais en y tissant le présent, un fil soigneux à la fois. Les villageois ont commencé à ouvrir leurs maisons aux invités, non pas comme des stations, mais comme des séjours en famille. Les visiteurs mangent des repas locaux, du riz gluant cuit à la vapeur dans du bambou, des légumes sauvages cueillis ce matin-là. Ils dorment dans des maisons sur pilotis en bois, où les coqs annoncent encore le lever du soleil. L'expérience n'est pas organisée pour le spectacle. Elle est vécue, honnête, réelle. Et l'agriculture, elle continue. Chaque saison, les locaux inondent encore les terrasses, plantent encore à la main, récoltent encore avec des faucilles usées par le temps. Les enfants vont à l'école le jour, mais aident dans les champs au crépuscule. Le tourisme peut apporter des revenus, mais le riz apporte la vie. L'un soutient l'autre. Les deux sont essentiels. Certains jeunes villageois sont partis pour les villes, mais beaucoup reviennent. Il y a quelque chose de magnétique dans les terrasses, quelque chose de plus profond que la nostalgie. C'est le son de l'eau glissant à travers les canaux, la façon dont les étoiles se reflètent dans les rizières, la façon dont les montagnes enseignent la patience. Les festivals locaux sont devenus plus bruyants. Oui, il y a maintenant des microphones, là où il y avait autrefois des tambours. Des panneaux en mandarin et en anglais se tiennent à côté de sources sacrées. Mais les rituels ont toujours lieu. Des offrandes sont encore faites. Les anciens mènent encore les chants. L'épine dorsale du dragon n'a pas résisté au changement. Elle l'a absorbé avec grâce, avec équilibre. Les terrasses restent non pas parce qu'elles sont figées dans le temps, mais parce qu'elles respirent avec le temps, se pliant, s'ajustant, mais ne se brisant jamais. À une époque où la tradition est souvent sacrifiée pour le progrès, Longji se dresse comme une preuve silencieuse que le progrès peut marcher doucement s'il le choisit, que les anciennes méthodes ont encore leur place dans le monde moderne, surtout quand elles sont aussi belles. L'épine dorsale du dragon n'est jamais le même endroit deux fois. Avec chaque saison, elle mue, transforme ses couleurs, change d'humeur. Alors que les villes changent en années, les terrasses changent en semaines, drapées non seulement de lumière, mais de rythme. Se tenir parmi elles pendant une année complète, c'est voir une montagne respirer. Le printemps arrive comme un miroir. Les terrasses sont inondées en préparation pour la plantation, et l'eau immobile reflète le ciel comme du verre argenté.
Les nuages dérivent non seulement au-dessus, mais sous vos pieds. Les visiteurs parlent de marcher à travers le paradis. Les champs semblent vides, mais ils sont pleins de potentiel. Sous la surface, la vie s'agite. L'été apporte une explosion de vert. Les pousses de riz s'étirent hautes et droites, recouvrant les collines d'une cascade émeraude. De loin, les terrasses ressemblent à des rubans de velours roulant dans toutes les directions. L'air est chaud et humide. Les grenouilles appellent depuis les rizières. Les agriculteurs, genoux dans l'eau, travaillent de l'aube au crépuscule, leurs chapeaux se balançant comme de minuscules voiles sur une mer de jade. L'automne est tort, temps de récolte. Le riz mûrit et les terrasses prennent feu dans la lumière du soleil, luisant de grains. Les champs ondulent dans le vent et les tambours résonnent à travers les villages. Les familles se rassemblent, des chansons sont chantées. Le riz gluant est cuit. Ce n'est pas seulement une saison, c'est une célébration. Le dragon, pleinement éveillé, offre sa générosité. L'hiver entraîne la montagne dans l'immobilité. Les terrasses sont vides. L'eau s'écoule. La neige tombe parfois, saupoudrant les marches de blanc doux. D'autres fois, le givre s'accroche au mur comme de la dentelle. Il n'y a pas d'outils dans le champ, pas de voix, seulement le silence. Le dragon dort, se reposant, attendant. Chaque saison écrit un poème différent. Le printemps reflète, l'été pousse, l'automne nourrit, l'hiver se repose. La beauté de Longji n'est pas seulement dans sa forme, mais dans son cycle, dans la façon dont elle accepte le temps sans résistance, dans la façon dont elle se transforme tranquillement, sans jamais avoir besoin de s'annoncer. Les photographes poursuivent la lumière ici, espérant capturer quelque chose d'éternel. Mais les terrasses ne se figent pour personne. Elles bougent, elles respirent. Elles nous enseignent doucement que la beauté n'est pas statique. C'est un rythme, une pratique, une promesse renouvelée à chaque saison. Et ainsi le dragon tourne à nouveau, non pas avec rugissement ou flamme, mais avec eau, grain et vent. Au final, les terrasses sont plus que des champs. Elles sont un vœu, silencieux, courbé et sculpté dans le flanc de la montagne. Une promesse transmise de main en main, de saison en saison, de génération en génération. L'épine dorsale du dragon n'est pas seulement une merveille d'agriculture ou un chef-d'œuvre d'ingénierie. C'est l'histoire de ce qui se passe quand les humains choisissent de vivre avec la terre, pas contre elle. Il y avait des chemins plus faciles. Les ancêtres de Longji auraient pu déménager dans les vallées, chercher un terrain plus plat, mais ils sont restés. Ils ont étudié la pente, écouté la pierre, suivi l'eau, et ce faisant, ils ont rendu l'impossible ordinaire, nourrissant des villages sur un flanc de montagne. Chaque courbe contient une leçon, pas seulement sur le riz, mais sur la patience, sur l'héritage, sur le soin. Ces terrasses n'ont pas été construites en années ou même en décennies. Elles ont pris des siècles. Il n'y a pas de raccourci vers l'harmonie, pas de machine qui puisse reproduire la connaissance gravée dans chaque mur de pierre par des mains calleuses et une persistance tranquille. Et pourtant rien en elles n'est figé. Les terrasses sont vivantes, elles évoluent, elles plient avec le temps, avec les besoins des gens, avec la forme du monde. C'est leur secret. Elles n'ont jamais été rigides, elles ont toujours été fluides. Même maintenant, alors que le monde moderne grimpe les collines avec ses signaux et ses écrans, les terrasses restent ancrées. Elles changent, mais elles ne disparaissent pas parce que leurs racines ne sont pas seulement dans le sol. Elles sont dans l'histoire, dans le rituel, dans le simple acte durable de planter une graine et de faire confiance au ciel. Marcher sur l'épine dorsale du dragon, c'est témoigner d'un contrat entre les humains et la terre, un contrat signé avec sueur et soleil, renouvelé à chaque récolte. C'est un rappel que le progrès ne signifie pas toujours vitesse et que la grandeur ne rugit pas toujours. Parfois elle murmure comme un ruisseau glissant sur la pierre. Et c'est peut-être pourquoi les terrasses parlent à tant de personnes, des agriculteurs aux voyageurs en passant par les rêveurs, parce qu'elles représentent ce que nous avons presque oublié, que les choses les plus durables dans ce monde ne sont pas construites avec force, mais avec rythme, humilité et temps. Le dragon dort, les gens perdurent, et la montagne se souvient. La plupart des visiteurs de Gizeh lèvent les yeux vers le ciel, attirés par les silhouettes imposantes des pyramides et le regard du grand sphinx. Mais peu demandent ce qui se trouve en dessous, sous le sable, sous le Nil,
sous des siècles de courants oubliés. Car dans les eaux peu profondes près de l'ancien village d'Abou Rawash, à une courte distance du plateau de Gizeh, une étrange histoire s'agite. Elle parle de quelque chose d'énorme, d'érodé et d'ignoré. Un sphinx sous-marin, des pêcheurs locaux en murmurent depuis des générations. Une forme au dos lisse qui semble trop symétrique pour être naturelle. Une forme féline à moitié enterrée dans la boue et les sédiments gorgés d'eau. Quand les eaux du Nil reculent pendant les sécheresses, des parties émergent, des courbes de pierre, des rainures, et ce que certains disent être un orifice sculpté, usé de façon impossible, mais indéniablement façonné par des mains. Il ne figure pas sur les itinéraires touristiques. Il n'y a pas de panneaux indicateurs, pas de cordons de velours, pas de bus touristique à proximité, juste une zone épaisse de roseaux, d'eau saumâtre et de silence. Les explorateurs qui s'y sont aventurés affirment que la terre elle-même semble différente, chargée, comme si la mémoire s'y accrochait. Sous l'eau boueuse, des analyses sonars ont détecté des motifs géométriques et ce qui semble être des blocs placés intentionnellement. Mais ce qui surprend vraiment, ce sont les affirmations selon lesquelles cette figure, une formation semblable à un sphinx, immergée près de Gizeh, pourrait précéder les pyramides, non pas de décennies, mais de millénaires. Si c'est vrai, cela briserait la chronologie établie de la civilisation égyptienne. Le calendrier conventionnel situe le grand sphinx vers 2500 avant notre ère. Mais cette forme sous-marine, si elle est véritablement sculptée, pourrait appartenir à une époque où le Sahara était encore vert et où le Nil coulait sauvagement à travers une terre plus humide et plus luxuriante. Les sceptiques, bien sûr, le rejettent comme une formation rocheuse mal identifiée, du calcaire façonné par l'eau et des pensées pleines d'espoir, mais les rainures, les courbes, l'alignement avec des marqueurs célestes, tout cela suscite plus de questions que de réponses. Le site reste non fouillé. Les archéologues officiels l'ont largement ignoré. Peut-être n'est-ce rien. Peut-être est-ce tout. Une relique non seulement du passé de l'Égypte, mais d'un monde perdu par l'inondation et le temps. Pour l'instant, le soi-disant sphinx sous-marin repose tranquille, ne dormant pas, attendant. Et s'il pouvait parler, on se demande quel secret il révélerait, et pourquoi tant semble déterminé à ne pas écouter. La légende du sphinx sous-marin est passée du folklore murmuré à la curiosité mondiale dans les années 1980. C'est alors que quelques chercheurs indépendants et plongeurs ont commencé à publier d'étranges rapports, des récits d'une massive figure à corps de lion partiellement immergée près du plateau de Gizeh. Les premières photographies étaient granuleuses, non concluantes et souvent rejetées, mais elles ont déclenché quelque chose qui ne pouvait pas être remis dans la bouteille, la curiosité et plus dangereusement le doute. L'un des premiers défenseurs les plus vocaux était un égyptologue amateur qui prétendait avoir vu un monument altéré profondément sous la vase et les couches d'inondation pendant une brève fenêtre de sécheresse. Selon lui, la figure n'était pas un rocher isolé ou un tour d'érosion. Elle avait de la géométrie, des jambes, de la symétrie, même la suggestion subtile d'un visage sculpté. Naturellement, cela a remis en question le récit traditionnel. L'égyptologie en tant que discipline repose sur la structure et des chronologies établies. La plupart des savants situent la construction des pyramides de Gizeh et du Grand Sphinx vers 2500 avant notre ère, pendant le règne du pharaon Khafré. La suggestion d'un autre sphinx, plus ancien et partiellement immergé, nécessiterait de repenser non seulement l'histoire égyptienne, mais la chronologie de la civilisation humaine elle-même. Les universitaires conventionnels ont répondu avec prudence, voire dédain. Sans fouilles revues par des pairs, datation au carbone ou études stratigraphiques, l'affirmation ne pouvait pas être prise au sérieux. Beaucoup ont fait valoir que le soi-disant sphinx sous-marin était probablement une formation naturelle, du calcaire érodé par des milliers d'années d'inondation du Nil et d'érosion des sédiments. En Égypte, ont-ils souligné, la nature imite souvent l'intentionnel. Le vent, l'eau et le temps sont des sculpteurs capables. Mais les photos ont continué à circuler. Les lectures sonars ont continué à montrer des motifs étranges, trop réguliers, trop lisses, trop suggestifs. Et puis sont venus les théoriciens. Des auteurs, des cinéastes et des historiens marginaux ont commencé à construire des histoires autour du mystère.
que le sphinx était une relique d'une civilisation oubliée, peut-être atlantéenne, peut-être égyptienne prédynastique, perdue dans une inondation qui a nettoyé le Sahara. Ils ont pointé vers les motifs d'érosion par l'eau sur le sphinx original, ont plaidé pour des technologies perdues et ont laissé entendre que ce qui se trouve sous le Nil pourrait être bien plus ancien que la mémoire acceptée ne le permet. Le débat est devenu plus fort, mais le terrain est resté immobile. Aucune fouille officielle n'a été lancée, aucun musée ne l'a revendiqué, et le sphinx, si c'est ce qu'il est resté exactement là où il avait toujours été, enterré dans la vase, pris entre mythe et boue. L'idée que quelque chose près de Gizeh pourrait précéder les pyramides n'est pas seulement provocante, elle est révolutionnaire. Si le sphinx sous-marin est plus qu'une érosion ou une coïncidence, alors l'histoire de l'Égypte n'a pas commencé avec la 4e dynastie. Elle a commencé avant, profondément dans la préhistoire, quand le Sahara était une savane verte et que le Nil errait plus large, plus sauvage et moins prévisible. Cette possibilité a gagné du terrain dans les années 1990, lorsque le géologue docteur Robert Schoch a étudié le grand sphinx lui-même. Il a soutenu que l'altération verticale profonde sur l'enceinte du sphinx n'était pas causée par le vent et le sable, mais par les précipitations, des pluies fortes et soutenues, anciennes, qui n'avaient pas touché le plateau de Gizeh depuis au moins 7000 avant notre ère. Cela repoussait la date possible du sphinx de milliers d'années. Bien avant que les premiers pharaons ne gravent des noms dans la pierre, si l'eau a façonné le sphinx original, l'eau aurait-elle pu aussi cacher un frère encore plus ancien? Le soi-disant sphinx sous-marin se trouve dans une région plus basse près d'anciennes plaines inondables. Certaines images satellites et radars à pénétration de sol suggèrent de possibles fondations, des contours rectangulaires et un façonnage délibéré, tous enfouis sous la vase et l'eau saisonnière. Ces signes laissent entendre que le site pourrait non seulement être plus ancien que le sphinx, il pourrait provenir d'une époque où rien en Égypte n'était encore en hiéroglyphes. Les partisans de la théorie pointent vers les chapitres manquants de l'Égypte, l'écart entre la fin de l'âge de glace et l'essor des premières dynasties. Pendant cette période, le Nil a changé de cours. Le Sahara est passé de prairies humides à un désert sec, et des civilisations ont pu s'élever et tomber, non documentées et effacées. L'idée qu'un ancien peuple pré-littéraire, pré-pharaonique, aurait pu façonner un monument de cette échelle semble improbable aux historiens traditionnels. Mais est-ce le cas? Göbekli Tepe en Turquie a été construit vers 9600 avant notre ère par des chasseurs-cueilleurs. Il présente des piliers mégalithiques avec des animaux sculptés précédant Stonehenge de milliers d'années. L'Égypte pourrait-elle cacher un secret similaire? Une culture ancienne qui a marqué la terre avec de la pierre bien avant que le papyrus ne porte leurs histoires. Si le sphinx sous-marin a été construit à une telle époque, cela changerait tout ce que nous savons sur l'histoire humaine. Cela suggérerait non seulement des ruines oubliées, mais un âge oublié. Un qui aurait pu murmurer au constructeur de Gizeh, laissant derrière lui plus qu'un mythe, peut-être un monument noyé, puis oublié. La pierre ne ment pas, elle se souvient. Et autour du site du soi-disant sphinx sous-marin, elle raconte une histoire tranquille mais persistante, non seulement du temps, mais de l'eau. Les couches de sédiments, les marques d'érosion et les modèles d'inondation suggèrent une histoire bien avant que le désert ne devienne sec, bien avant que le Nil ne se fixe dans son cours familier, bien avant que les pharaons ne gravent leur nom dans l'histoire. Les géologues qui ont examiné les photographies et les données du site près d'Abu Rawash notent des marques d'érosion particulières, des rainures arrondies et lisses qui suggèrent une exposition prolongée à l'eau courante. Pas le vent, pas le sable, mais les précipitations et le mouvement, des forces absentes de cette région depuis des milliers d'années. Des arguments similaires ont été avancés concernant le grand sphinx lui-même, en particulier son mur d'enceinte. Les critiques de la chronologie standard soulignent que les profondes fissures verticales visibles sur la tranchée entourant le sphinx ne ressemblent pas à des fissures horizontales, pas du tout à l'érosion éolienne. Elles imitent la pluie, une pluie forte, soutenue et préhistorique. Maintenant, au site possible du sphinx sous-marin, nous voyons la même signature, cette fois cachée sous un bassin d'inondation peu profond. Pendant les périodes de faible débit du Nil ou d'excavation,
Des parties de la structure sont censées apparaître à la vue, des bosses de lion, des épaules, et une fondation qui semble trop nivelée pour être naturelle. Les chercheurs qui ont étudié la zone notent que le bassin est géologiquement actif, avec une forte teneur en argile, et des preuves d'anciennes nappes phréatiques fluctuant violemment. La pierre là-bas est fortement usée, mais pas au hasard. L'usure suit la forme de la structure elle-même, s'écoulant en lignes qui suggèrent une sculpture délibérée, puis une noyade. Certaines couches de sédiments autour du site remontent au début de l'Holocène, quand l'Égypte était plus humide, plus verte et sujette à des inondations massives. Si un monument avait été sculpté alors, il aurait pu se tenir pendant des siècles avant d'être englouti par la boue, oublié par les populations changeantes et enterré sous la vase errante du Nil. Les sceptiques soutiennent que tout ceci n'est que coïncidence, des formations naturelles transformées en mythes par des yeux pleins d'espoir. Mais l'eau ne forme pas de symétrie, elle ne sculpte pas d'orifices, elle ne crée pas de fondations alignées ou ne reproduit pas la géométrie d'un sphinx connu à quelques kilomètres de là. Alors la question s'approfondit. Si l'eau a effacé ce monument de la vue, qu'a-t-elle emporté d'autres? Et plus urgemment, combien d'histoires restent encore cachées sous la surface? Si le sphinx sous-marin est vraiment là, silencieux, sculpté et ancien, pourquoi n'a-t-il pas été fouillé? Pourquoi reste-t-il sous des couches de boue et de silence, ignoré par les archéologues, négligé par les gouvernements et laissé au courant? La réponse, comme l'artefact lui-même, se trouve sous la surface. Les institutions archéologiques égyptiennes sont protectrices, à juste titre. La nation garde son héritage ancien avec des protocoles rigides, des règles de fouille strictes et une insistance sur le consensus académique. Fouiller n'importe quel site, surtout un qui remet en question la chronologie traditionnelle, nécessite des permis, des financements, une supervision internationale et, plus important encore, une approbation institutionnelle. Et cette approbation repose souvent sur une règle non dite: ne réécrivez pas l'histoire de l'Égypte sans une montagne de preuves indéniables. Et c'est là le problème. Le soi-disant sphinx sous-marin n'a jamais reçu de fouille officielle parrainée par l'État. Des chercheurs indépendants, des universitaires étrangers et des théoriciens marginaux ont étudié la zone, mais sans soutien formel, leurs découvertes restent anecdotiques, suggestives, mais non concluantes. Il y a aussi la question du Nil lui-même. Le fleuve n'est pas une caractéristique statique. Il inonde, recule et se déplace au fil des décennies. Le site où le monument repose prétendument est sujet aux inondations, souvent submergé pendant une grande partie de l'année. Une fouille nécessiterait de drainer la zone, de détourner l'eau, de protéger les écosystèmes voisins et de gérer les dommages structurels causés par des siècles de pression des sédiments. Cela seul prendrait des années, sinon des décennies. Puis il y a les facteurs politiques. Une découverte de cette ampleur, si validée, perturberait plus que des chronologies académiques. Elle pourrait remettre en question les récits établis, contrarier la fierté nationale et attirer une frénésie médiatique que l'Égypte pourrait ne pas être désireuse d'accueillir. Le ministère des Antiquités préfère promouvoir des découvertes qui renforcent la grandeur de l'Égypte, pas celles qui remettent en question son histoire fondatrice. Certains murmurent que certaines institutions en savent peut-être déjà plus qu'elles ne révèlent, que des études préliminaires ont été menées discrètement à huis clos, mais sans archives publiques, sans résultats examinés par des pairs ou sans annonce gouvernementale. Ces affirmations dérivent vers la conspiration, et ainsi le monument reste enterré. Que ce soit par accident ou par dessein, il dort sous la boue et le scepticisme. C'est une étrange ironie que dans un pays obsédé par la préservation de son passé ancien, l'un de ses plus grands mystères puisse être caché à la vue de tous, non revendiqué, non étudié et intact par le registre officiel du temps. Mais rien ne reste enterré pour toujours. Pour les anciens Égyptiens, le sphinx était plus qu'une sculpture, c'était un symbole, en partie gardien, en partie Dieu, en partie mystère. Avec le corps d'un lion et la tête d'un homme, le sphinx représentait la force fusionnée avec la sagesse, le pouvoir physique dompté par l'esprit royal. C'était une sentinelle cosmique placée au seuil où le divin rencontrait le mortel. Le plus célèbre, bien sûr, est le grand sphinx de Gizeh. S'élevant à 20 mètres de haut,
Il garde le plateau depuis plus de 4000 ans, face au soleil levant, veillant sur les tombes des pharaons. Son origine exacte est encore débattue. Certains disent qu'il a été construit par Khafré, d'autres soutiennent qu'il pourrait être bien plus ancien, son visage resculpté au fil du temps. Alors, que signifierait-il si un second sphinx, caché, usé par l'eau et possiblement plus ancien, existait à quelques kilomètres de là? Cela changerait tout. Aucun document connu ne parle de sphinx jumeaux à Gizeh. Les textes anciens sont silencieux. Mais dans la tradition gréco-romaine ultérieure, il y a des mentions de gardiens positionnés en équilibre, flanquant des espaces sacrés. Dans l'architecture égyptienne, la symétrie est sacrée. Les temples ont souvent des statues jumelles, des obélisques jumeaux, des avenues jumelles de lions. Pourquoi pas des sphinx jumeaux? Certains chercheurs soutiennent que le soi-disant sphinx sous-marin pourrait ne pas être une copie, mais l'original, un prototype, une version prédynastique reproduite plus tard à une échelle plus grande. Si c'est vrai, cela suggère que l'idée du sphinx ne venait pas des bâtisseurs dynastiques, mais d'une culture oubliée dont les mythes ont été transmis, adoptés et raffinés. Et si le monument précède l'écriture, il pourrait ne pas être lié à l'idéologie pharaonique du tout. Son but aurait pu être astronomique, ritualiste ou même commémoratif, marquant un événement, une inondation ou un dieu oublié. La forme de lion elle-même n'est pas un accident. Dans l'Égypte ancienne, les lions représentaient l'horizon, la porte de l'aube et du crépuscule. Un sphinx face à l'est regarde éternellement la renaissance du soleil. En sculpté-rein, s'était figé cet acte sacré dans la pierre. Maintenant, imaginez-en un sculpté avant les pyramides, aligné, gardant, attendant. Cela ne réécrirait pas seulement l'histoire. Cela redéfinirait la mythologie de l'Égypte elle-même, non pas comme le début de la civilisation, mais comme le dernier écho de quelque chose d'encore plus ancien. Et le fait que ce symbole puisse dormir sous l'eau, d'autant plus approprié pour un gardien de monde perdu, alors que les murmures du sphinx sous-marin résonnent plus loin à travers le monde, une division silencieuse s'est ouverte, une qui court plus profondément que les sédiments ou la pierre. D'un côté se tient l'égyptologie traditionnelle, prudente, structurée et enracinée dans le consensus académique. De l'autre, une communauté croissante de chercheurs indépendants, d'historiens alternatifs et d'esprits curieux qui croient que quelque chose d'extraordinaire est négligé. Les savants traditionnels insistent sur les preuves, les études revues par des pairs, la stratigraphie, les inscriptions et les datations au radiocarbone. Leur préoccupation n'est pas sans fondement. L'Égypte est remplie de formations rocheuses naturelles qui ressemblent à des formes humaines ou animales, et les identifier incorrectement peut conduire à de la désinformation. L'archéologie, après tout, doit être prudente. Le passé est fragile. Il ne peut pas être reconstruit une fois brisé par des mains négligentes ou le battage médiatique. Mais pour d'autres, la prudence est devenue de la complaisance. Des enquêteurs indépendants, beaucoup d'entre eux des scientifiques formés ou des ingénieurs extérieurs au domaine, soutiennent que le sphinx sous-marin et des anomalies similaires méritent une étude plus approfondie. Ils pointent vers des images satellites à haute résolution qui montrent une symétrie non naturelle, vers des analyses lidar qui détectent des fondations rectangulaires sous des couches de boue, vers des modèles d'érosion qui semblent façonnés non par le chaos, mais par le design. Ils remettent également en question les motivations politiques derrière le silence. Les dollars du tourisme passent par des monuments bien fréquentés. Un nouveau sphinx, surtout un qui menace la chronologie acceptée, pourrait perturber le récit et l'autorité de l'Égypte. La peur, suggère-t-il, n'est pas d'une fraude, mais de réécrire tout. Des livres, des documentaires, des podcasts et des conférences présentent maintenant régulièrement le sphinx sous-marin. Il est devenu un symbole d'histoire cachée, utilisé à la fois comme cri de ralliement et comme conte de mise en garde. Les partisans appellent à une fouille ouverte. Les détracteurs mettent en garde contre la pseudoscience. La vérité, comme toujours, est perdue au milieu, enfouie sous des voies aussi épaisses que la vase du Nil. La division n'est pas seulement académique, elle est émotionnelle. Elle parle de la façon dont nous abordons le passé. Faisons-nous confiance seulement à ce qui a été confirmé? Ou suivons-nous les indices laissés juste hors de portée? Le sphinx sous-marin force cette question à sortir au grand jour. Ce n'est pas juste un rocher ou une relique,
C'est un test décisif de la curiosité que nous sommes autorisés à avoir. Et tant qu'il reste non déterré, les deux côtés continueront à débattre au-dessus d'un monument qui ne dit rien, mais qui pourrait tout changer. Il y a quelque chose de troublant à propos d'un mystère enterré à la vue de tous, surtout quand il porte le visage d'un lion et regarde depuis la boue avec un silence ancien. Le soi-disant sphinx sous-marin près de Gizeh peut être réel ou non, mais son attraction est indéniable. Il éveille quelque chose en nous, un désir non seulement de découvrir, mais de se souvenir. Parce qu'au fond, l'histoire d'un monument oublié touche à quelque chose de plus ancien que l'archéologie, le sentiment humain de perte. Nous avons toujours vécu à côté des ruines. Les villes tombent, les langues meurent, les civilisations disparaissent sous les vagues, le sable et les cendres. Nous regardons vers le passé non seulement pour des réponses, mais pour l'identité. Qui étions-nous? Jusqu'où remontent nos histoires? Et qu'avons-nous oublié dans notre course vers le progrès? Si le sphinx sous-marin est réel, s'il a été sculpté par des mains avant l'histoire enregistrée, il devient plus qu'une relique. Il devient une voix d'un chapitre que nous ne savions pas exister, un marqueur d'une époque où les gens comprenaient peut-être les étoiles différemment, honoraient la terre plus intimement, ou portaient une mythologie que nous ne pouvons que deviner. Certains croient qu'il appartient à une culture préhistorique, avancée perdue dans une catastrophe mondiale. Une théorie souvent rejetée comme marginale, mais que ce soit vrai ou non, la gravité émotionnelle demeure. Imaginez un monument sculpté bien avant les pyramides, submergé par la montée des eaux, puis effacé, c'est affronter la fragilité de la civilisation. Et c'est peut-être pour cela que l'histoire persiste. Elle nous rappelle que le temps n'est pas linéaire, que les empires sont temporaires, que même la pierre peut disparaître si le fleuve coule assez longtemps. Mais plus important encore, elle nous rappelle que la découverte n'est pas terminée, que la Terre contient encore des secrets non écrits dans les manuels. Dans une ère définie par des réponses instantanées et des données mondiales, le sphinx sous-marin est une chose rare, une question sans réponse, une possibilité, un mystère pas encore résolu par des drones ou des algorithmes, et qu'il s'avère être une roche naturelle ou un monument oublié, il a déjà de la valeur parce qu'il nous fait nous demander si le passé est plus profond que nous le pensions, nous demander si le mythe contient la mémoire, nous demander ce qui se trouve juste sous la surface, attendant que quelqu'un écoute. Le sphinx sous-marin de Gizeh, qu'il soit sculpté ou accidentel, confirmé ou rejeté, reste là où il a toujours été, sous la surface, sous la boue, l'eau, le poids du temps. Il n'a pas de plaque, pas de nom, pas de projecteur. Et pourtant il parle doucement dans l'absence de réponse. Pour chaque monument que nous avons déterré en Égypte, il y en a d'autres encore enterrés, encore en attente. Certains sont trop fragiles pour être découverts, d'autres sont perdus dans le Nil changeant, noyés sous des couches de limon et de secrets, et quelques-uns, comme celui-ci, sont à la vue de tous, ignorés non pas parce qu'ils manquent d'importance, mais parce qu'ils posent des questions auxquelles nous ne sommes pas encore prêts à répondre. Peut-être que c'est ce qui rend le sphinx sous-marin si puissant. Pas sa taille, pas son âge, mais son silence. Il nous force à affronter les limites de ce que nous savons et l'inconfort de ce que nous avons peut-être négligé. En vérité, il ne sera peut-être jamais fouillé. La politique, le financement et la tradition forment des murs plus hauts que n'importe quelle tombe. Mais cela ne signifie pas qu'il est sans importance. Bien au contraire. L'obscurité même du monument en a fait un miroir, reflétant non seulement ce qui est enterré, mais ce que nous choisissons de nous rappeler et ce que nous choisissons d'oublier. Il nous rappelle aussi que l'histoire n'est pas un livre fermé. C'est un puzzle vivant dispersé à travers les paysages et les rivages, attendant un changement de marée, un changement de pensée ou une question courageuse pour déranger la poussière. Peut-être qu'un jour l'eau reculera et la forme complète s'élèvera, pose, visage et tout. Peut-être que le radar confirmera ce que le mythe a longtemps soupçonné, ou peut-être que le mystère restera, transmis de génération en génération, comme un murmure entre les pierres. Mais que ce soit un monument ou un mirage, le sphinx sous-marin remplit déjà sa plus grande fonction. Il éveille l'imagination, et dans un monde qui se noie dans la certitude, c'est peut-être son plus grand don, parce que peut-être que les choses les plus anciennes ne sont pas seulement enterrées dans le sable ou le temps. Peut-être sont-elles enterrées en nous,
dans notre besoin d'explorer, de nous souvenir et de croire que quelque part là-bas, sous les vagues ou le désert, le passé respire encore et attend encore d'être trouvé.